accompagne vos nuits. La libre antenne, Sabrina Philippe sur Europe 1. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle soirée de Libre Antenne. Nous serons ensemble jusqu'à 1h du matin. Allez, une petite phrase de Saint-Exupéry pour commencer cette émission. Voici mon secret très simple. Il est seulement avec le cœur que nous pouvons voir correctement. Ce qui est essentiel est invisible pour les yeux. Mais peut-être pas pour nos oreilles ce soir. Allez, la ligne est ouverte au 39 21. Nous attendons vos appels. Corentin et Thomas sont là pour vous accueillir avec toute leur gentillesse et leur délicatesse. Et puis bien sûr vos SMS, vos réactions, vos conseils au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Fifi est aux manettes. Ce soir, il est en pleine forme. C'est la Libre Antenne. Vous êtes sur Europe 1 et c'est parti. Europe 1. Et c'est Daniel qui nous rejoint pour commencer cette émission. Bonsoir Daniel. Oui, bonsoir Sabrina. Bonsoir. Oui, écoutez, il m'est arrivé un truc, c'est n'importe quoi ce que je dis. Je suis encore en état de choc là. Oui. J'ai un chien, je possède un chien, c'est un malinois, il a 2 ans. Et bon, c'est un chien qui est tendre, très attaché à ma personne, enfin très fusionnel. Hein. Et ce soir, il était en train de décortiquer un crayon sous la table et donc j'ai voulu reprendre le crayon et il s'est jeté sur moi, il m'a mordu partout au thorax, au bras, etc. Et puis j'ai dû appeler les pompiers parce que je commençais à aller très mal. Et puis mon chien, il y a un maître chien qui est venu et puis qui l'a dirigé vers la SPA là. Oui. Et puis là, justement, juste avant vous, les pompiers m'ont appelé parce que à la SPA, il a essayé de faire des siennes aussi, quoi. Et puis, mais alors pour moi, c'est cruel de me séparer de mon chien dans ces conditions, quoi. Bien évidemment. Mais ce chien, vous l'aviez eu tout petit, Daniel ? Oui, à 5 mois. Et il est jeune, il a que 2 ans, c'est un malinois. Et là, je comprends pas ce qui s'est passé. Mais il avait déjà mordu mon mari. Hein. Et c'est un chien qui est anxieux. Mais on était fusionnels tous les deux parce que bon, il devinait, si vous voulez, ce qui allait se passer quand j'allais partir, etc. Il me faisait la fête quand je revenais. Et là, ce soir, c'est le chaos total, quoi. Bien entendu. Vous devez être sous le choc, évidemment, Daniel. Je suis très, très choquée. Ouais. Donc je suis quand même bien blessée. Mais bon, ça, je m'en remettrai. Mais là, en plus, le fait de dire que mon chien avait encore... Mon chien, je sais même plus pourquoi je dis ça. C'est parce que à la SPA, il a tenté visiblement d'agresser des personnes, quoi, de la SPA, quoi. D'accord. Et dans des conditions comme ça, c'est absolument épouvantable, c'est violent. Bien entendu. Mais ce chien, vous disiez qu'il avait déjà mordu votre mari ? Oui, mon mari. Puis moi, le 2 ou 3 juillet, il m'a mordu aussi à la main. Mais bon, moi, j'appuie de ça aussi aux grosseurs. Malgré qu'on ait une grande propriété où il peut s'ébattre, etc. Mais là, en plus, j'ai un fils handicapé qui vient de temps en temps à la maison. Et aujourd'hui, je suis allée le reconduire. Il est très, très attaché à mon fils parce que c'est un chien qui sent les gens en souffrance. Et puis, là, je sais pas, il a mordu. Mais il a continué, si vous voulez, il ne voulait pas lâcher, quoi. Donc j'ai des belles blessures. Est-ce que vous expliquez ce qui s'est passé ce soir ? Je ne sais pas l'expliquer. Ce que je sais, c'est que tout me rappelle, si vous voulez, partout où je vais, là, il y a ces trucs, ces affaires, enfin bref. Et puis bon, moi, c'est un sentiment d'abandon que j'ai. Daniel, qu'est-ce qui va se passer pour ce chien ? Ils vont l'euthanasier ? Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas.
c'est un chien, peut-être qu'ils vont pouvoir le récupérer. Mais enfin bon, moi j'incrimine aussi l'heure qui nous l'a vendu, quoi, parce que il était pas. Moi je lui avais donné pendant 15 jours en pension pour qu'il parce qu'il était très désobéissant et je pense qu'il était très brutal avec lui. Et je crois que je sais pas, j'explique pas. Alors la chaleur, mon fils qui est reparti, je sais rien. Et pourtant il n'a jamais eu de coup chez nous, au contraire, il était très très bien. Bon, il avait déjà mordu votre mari, donc c'est potentiellement dangereux. Oui, ben voilà. Il faut prendre toute la mesure aussi du danger que peut représenter un chien qui n'est pas stable. Parce que un enfant se rend chez vous, il est en contact avec un enfant, il peut le blesser sérieusement. Non, mais ça j'en ai pris sur conscience, si vous voulez. Et puis il m'avait quand même mordu à la main au mois de juillet, à peu près dans les mêmes conditions, si vous voulez. Je lisais mon courrier, il était sous la table, et puis là il était en train de dépioter un petit ours en peluche. Mais bon, j'ai eu une blessure à la main, mais ce n'est pas très grave. Mais là, c'est vraiment, il m'a déchiqueté au thorax et tout, c'est vraiment... alors, est-ce que ce sont les chaleurs? S'il y a quelques personnes qui connaissent ce genre de chien, qui peuvent expliquer, moi, j'avoue que j'ai besoin de réponses. Ça serait intéressant, en effet, d'avoir l'avis des auditeurs par SMS, au 7 39 21, je le rappelle, en commençant les messages par le mot nuit, ou par téléphone, si certains veulent nous appeler, nous contacter. Mais il est vrai que le Malinois est un chien de garde. Oui, parce que là, si vous voulez, c'est ce que j'expliquais cet été. Là, je l'ai emmené à la plage et il y avait un toxico qui était là, qui a voulu s'en prendre à moi. Tout de suite, le chien a monté ses dents et ses crocs, quoi. Mais c'est un chien très très fin, le Malinois, et je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, j'avoue que je n'arrive pas à comprendre. Là, il est à la SPA, et puis qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'ils vont l'exterminer? J'en sais rien. Et moi, je ne peux pas vivre. Déjà, j'avais perdu un Malinois l'année dernière, non, il y a 2 ans, qui est mort mes reins ne fonctionnaient plus. Oui. Et puis, j'en ai repris un aussitôt. C'était une bêtise de faire un truc comme ça. Mais moi, je ne peux pas me passer de mes chiens, quoi. J'ai des chats et pour moi, ça représente une sécurité, un confort. Bref, c'est surtout très... Puis là, je suis en rupture. Je fais un sevrage d'antidépresseurs. Donc, c'est pas très bienvenu, quoi. Vous avez fait une dépression ? Je fais une dépression. Vous faites une dépression ? Ouais. C'est plus qu'une dépression, c'est un truc d'abandon que je souffre depuis. Et justement, les chiens et les chats, ça calme ça. Et là, mon chat, j'ai un chat. Et tant que les pompiers étaient là, s'occupaient de moi, il ne m'a pas lâché. Alors que d'habitude, il est toujours fuyant quand il y a quelqu'un qui arrive. Là, il ne m'a pas lâché. Donc, quand je suis allée à l'hôpital ce soir, il m'attendait devant la maison. Enfin bref, mais je trouve que la fidélité, de toute façon, plus ça va, plus je me replie. Et puis là, j'étais obligée d'arrêter les antidépresseurs parce que j'étais hospitalisée il n'y a pas très longtemps. On m'a découvert une stéatose. Donc, j'étais obligée d'arrêter les antidépresseurs à cause de ça. Mais là, c'est cruel, le sevrage. Je ne sais plus quoi faire. Vous êtes suivi par un psychiatre, Daniel ? Ah oui, oui. À l'hôpital et puis en libéral. Et puis là, et ce sentiment d'abandon ce soir, c'est l'horreur, quoi. Ça me bouffe. Ça vient réactiver votre sentiment d'abandon général, on dirait. On pourrait dire c'est ça ? Oui. Bon, là, c'est pas votre chien qui vous a abandonné, hein ? Mais c'est moi qui l'abandonne. Non, c'est pas vous qui l'abandonnez, Daniel. Absolument pas. Absolument pas. Je ressens ça comme cela. Non.
Ce n'est pas vous qui l'abandonnez. Ce chien a été violent, vous a mordu, est devenu dangereux. Oui. Dangereux. Oui, c'est ce que m'a dit le médecin de l'hôpital, parce qu'elle me dit, s'il voit qu'il a du pouvoir sur vous, en vous mordant, il va recommencer. Quoi. Mais évidemment. On sait très bien qu'un chien qui mord sérieusement est un chien qui prend le pouvoir sur vous. Et, et de fait. Et de fait. Et à partir de là, vous ne pouvez plus maîtriser l'animal. Parce que si vous n'êtes pas considéré comme le maître absolu... Ah oui, non, c'est ce que m'a dit le vétérinaire, quoi. Alors vous, peut-être aussi, si vous êtes en dépression, avoir un chien comme celui-là, qui est un chien, en effet, un chien d'attaque. Hein, c'est pas un chien d'attaque, c'est un chien qui sait monter protecteur, ce que je n'ai pas. J'ai pas. Vous voyez, ce sentiment d'abandon, de protection, le chien me le donnait, quoi. J'entends bien, Daniel, mais ce n'est pas qu'un chien de protection, le malinois. Oui, je sais. Le malinois, c'est un chien que l'on retrouve justement. Beaucoup d'agents de sécurité ont des malinois. Oui, c'est ça, c'est ça le problème, justement. Bon. Ce sont des chiens qu'on considère aussi comme des chiens d'attaque. Oui, mais aussi, ce sont des chiens qui sauvent des vies humaines. Bien entendu, mais qui sont extrêmement dressés pour ça. Oui, je crois. Pourtant, j'en ai toujours eu, je comprends pas. Là. Peut-être que votre dépression aussi, que vous vivez actuellement, que vous avez vécu durant ces 2 années où vous l'avez eu, ce chien. Oui, je me suis posé la question de savoir si ça ne rendait pas un peu plus anxieux, surtout c'est avec l'effet sevrage. Vous connaissez l'effet du sevrage des antidépresseurs, ça a été terrible. C'est toujours terrible, hein, puisque je suis en sevrage depuis 14 juillet, donc c'est pas, il n'y a pas fou, c'est pas longtemps, quoi. Oui. Maintenant, c'est un chien. En effet, il y a pas mal de SMS qui arrivent pour vous, Daniel. Hein, mais ces SMS disent tous la même chose. C'est un chien qui a en effet du caractère. Il leur faut un maître qui a du caractère, qui soit assez ferme. Oui, mais moi, je sais pas. Sur les animaux, je suis plus dans la douceur, dans l'affection et tout, quoi. Et d'ailleurs, il me collait tout le temps, quoi. Il veut toujours être avec moi. Bien entendu, mais l'affection ne suffit pas pour des chiens de cette nature. Ah oui, ça, je commence à comprendre. Ah oui. Alors après, on peut toujours tomber évidemment sur un chien qui de cette race-là, qui va être plus pacifique. Oui. C'était un mâle que vous aviez ? Oui. J'ai toujours eu des mâles. Un mâle, il était castré ou pas ? Oui, on l'avait fait castrer parce que justement on pensait qu'il était agressif comme ça et anxieux surtout à cause de et puis non puis là je sentais qu'avec les chaleurs il était très très mal. Et pourtant donc c'était déjà un chien agressif et anxieux. Oui, ça c'est sûr que bon, je pense qu'il était anxieux, ce chien, parce qu'il a été enlevé à sa mère à 2 mois parce qu'elle avait une portée de 8, donc l'éleveur n'a pas pu le laisser avec sa mère. Ça faisait trop, et puis il l'a enlevé, et puis il nous l'a donné, quoi. Il n'était pas sevré, quoi. Enfin, en clair, c'est ça. Et donc, je sais pas, l'avenir de ce chien, etc. Bon, il est possible, en tout cas, je ne sais pas ce qu'ils feront avec ce chien, mais il est certain que s'il commence à mordre toutes les personnes qui s'occupent de lui, ça va devenir problématique. Maintenant, ce qui est important, Daniel, c'est vous aussi. Oui, mais c'est vous. Et le fait que vous ne vous disiez pas que vous avez abandonné ce chien, c'est absolument pas le cas, là. Moi, je le ressens comme ça. Mais c'est pas juste. Je sais. Mais je suis complètement... vous savez, là, quand je vois tous ces animaux qu'on lâche et tout, moi j'ai plus je ressens plus de bien-être, de bonheur avec mes animaux qu'avec les êtres humains. Oui,
Oui, mais peut-être aussi parce que vous êtes dans un moment de fragilité. Oui, ça c'est sûr, oui. Donc c'est aussi ça qui vous fait vous tourner vers l'animal, vers les animaux. Oui. C'est cette fragilité aussi. Il y a des animaux formidables, il y a des êtres humains formidables. L'un n'exclut pas l'autre. Oh, ça, je sais pas. L'un n'exclut pas l'autre. moi qui suis une grande fan des animaux, oui. quels qu'ils soient, vous voyez, Oui. l'un n'exclut pas l'autre. Il y a vraiment des êtres extraordinaires dans toutes les dans les conditions animales et humaines, je dirais. Oui, je sais, mais bon. Arrivé à mon âge, je vois tout ce que les hommes sont capables de faire comme méchanceté et je me dis que jamais un animal ne fera ça, quoi. Ils sont fidèles, hein. Même j'ai vu des chiens frappés et tout. Moi, j'avais récupéré un chien frappé à la SPA. Il est devenu, mais alors vraiment, c'était un berger allemand. C'était vraiment un chien adorable, quoi. Il me regardait avec des yeux, mais ils ont pas de mal, ces chiens. Ils sont comment? C'est pas que du bonheur parce que ça me rappellerait TF1. Mais bon, ils ont tout. Et ils ressentent tout. Oui, certainement. Alors Jean-Claude voulait vous parler, Daniel. Vous êtes avec nous, Jean-Claude? Je suis avec vous. Bonsoir Jean-Claude, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Jean-Claude. Oui, bonsoir. Madame, vous avez de la chance de pouvoir encore parler sur l'antenne ce soir. Ouais, c'est ce que je me dis parce que bon, c'est quand même... Il a quand même bien éjecté, hein. Parce que votre chien, madame, il est foutu. Je connais le Malinois. Il a mordu étant bébé. Il a fallu le redonner au maître pour le faire. Oui. Il a mordu votre mari. Il vous a chiqué ce soir. Oui. La chaleur, un chien s'adapte à la chaleur, madame. Comment? Un chien s'adapte à la chaleur. Ah, d'accord. Et vous dites que vous avez récupéré un berger allemand à la SPA, qu'il est devenu gentil, ceci, cela. Oui. Votre chien, il est issu d'une portée de 8. Ouais, sur les 8, il y a eu, je vais être vulgaire, hein, madame, mais j'adore les animaux. Hein. Oui. Il y a eu un raté, c'est votre chien. Oui, il est né au monde avec un plomb dans la tête. C'est direct ça, Jean-Claude, un plomb dans la tête. Oui, c'est direct. Regardez, madame, il y a des bébés qui naissent et puis par la suite, ils deviennent des criminels. Et puis, à l'âge de 4-5 ans, ils sont tout beaux, ils sont ceci, ils sont cela. Et à 30 ans, ils vont faire un viol ou à 20 ans ou un crime. Mais votre chien, c'est ça, madame. Oui. Et malheureusement, vous avez un fils handicapé qui est attaché à son chien, c'est tout à fait normal. Oui. C'est normal. Mais imaginez que vous ne soyez pas à la maison, qui se jette sur votre fils, qui l'attrape à la gorge, il ne le lâche plus. Oh, mais mon fils, mais non, il a un plomb dans la tête. Vous rentrez, votre fils, il est chiqué, il est mort, malheureusement, madame. Croyez-moi. Séparez-vous de votre chien, de toute façon, Daniel n'a pas eu le choix, Jean-Claude. Pas eu le choix, oui. Daniel n'a pas eu le choix. Mais ce que vous voulez dire, Jean-Claude, en fait, c'est que sur cette portée, il y avait un chien qui a été un peu mis à l'écart, ça se passe parfois. Il y en avait 8 dans la portée. Et parfois, la mère met un à l'écart, en effet, et ce qui n'apporte pas l'équilibre du chien. Tout à fait. Il faut plus, madame, Écoutez, je ne sais pas de quelle région vous êtes, mais moi j'habite dans la Somme. Je connais le Malinois. Oui. Madame, je ne veux pas dire vous embêtez plus parce que c'est votre chien. Vous êtes attaché à votre chien. C'est comme vous perdez un enfant, c'est ceci, c'est cela. Mais vous allez vous en remettre. Et un jour, vous penserez à moi, madame. Si jamais vous le reprenez, il va arriver quelque chose de grave. Merci Jean-Claude en tout cas. Vous a chiqué la poitrine, je sais pas quoi. Bon, vous êtes très direct, Jean-Claude. Alors on entend Daniel aussi dans sa souffrance. Merci en tout cas de nous avoir éclairé sur cette race de chien. Vous avez l'air de bien la connaître. Et en tout cas, ce que vous vouliez souligner, je pense, c'est la dangerosité. La dangerosité d'avoir un chien de cette nature. Mais tout à fait. Et tous les ans, il y a des problèmes avec les chiens.
Il y a souvent des problèmes avec des chiens. On voit sur les journaux, encore une fillette agressée par un chien, encore un petit garçon chiqué par un chien, et ceci et cela. Mais là, vous en sortez bien, madame. Croyez-moi, vous vous en sortez bien. Ah bah ça, c'est sûr que si mon mari n'avait pas été là, il continuait de... Mais vous bouffez, madame. Bon, Jean-Claude. Il vous chope à la gorge et c'était fini pour vous. Jean-Claude, merci pour votre témoignage très emporté, très dynamique. Merci d'avoir participé à cette émission, en tout cas. Daniel. Oui. Daniel, je pense que ce que voulait signifier Jean-Claude, c'était la dangerosité, en fait, de la situation. Oui, non, mais ça, c'est pour ça que j'ai demandé, les pompiers l'ont emmené, il y avait un pompier spécialisé chien, et je voulais plus le voir, quoi. Et pourtant, il m'a cherché partout avant de partir, c'est terrible, hein. C'est l'arrachement, c'est un sentiment de... Oui, arrachement, voilà. Bon, maintenant, Daniel, ce qui est certain aussi, comme on le disait, ce sont des chiens qui ont besoin d'une éducation, à mon avis, quand même assez sérieuse. Et peut-être que vous n'avez pas pu assurer cette éducation du fait de votre dépression. Ça, c'est sûr. Hein, toujours plus tout cassé, etc. Un fils handicapé, enfin bref. Peut-être qu'il faudra à l'avenir vous tourner vers des races un petit peu plus pacifiques. Qu'on peut élever avec un petit peu plus de facilité. Oui, mais bon, mon mari maintenant il fait plus entendre parler de chiens parce que bon. C'est grave, hein, ce qui s'est passé est grave en tout cas ce soir. Oui, mais moi je pense qu'à mon chien, pourtant Dieu sait si je souffre là parce que j'ai des blessures graves, mais bon. Daniel, j'entends votre difficulté, votre souffrance. Vous restez avec nous quelques instants, ça va être le Flash Info. Et puis je vous reprends juste après, il y a pas mal de SMS pour vous qui sont arrivés. D'accord. À tout de suite. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Sabrina Philippe sur Europe 1. Vos appels au 39 21 et puis bien sûr vos réactions, vos conseils au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit et des réactions, des conseils, il y en a beaucoup par SMS. Pour Daniel, vous êtes toujours avec nous Daniel ? Oui, je suis toujours avec vous. Oui, vous nous expliquiez juste avant ce flash info que vous aviez été gravement mordu par votre chien, un malinois de 2 ans qui avait été emmené. 5 ans. Hein. Ah, de 5 ans, pardon, j'avais compris. De 2 ans, c'est ça ? Oui, 2 ans. Voilà. Tout jeune. Et qu'il avait été emmené donc par les pompiers, c'est ça ? Oui, c'est ça. Puis il a été confié à la SPA. Oui. Il y a beaucoup de réactions en fait pour vous par SMS. Et puis on a Monique aussi qui souhaitait intervenir. Vous êtes avec nous, Monique ? Alors peut-être qu'elle n'est pas tout de suite avec nous. Monique, vous êtes là ? Oui, bonsoir Sabrina. Oui, bonsoir Monique. Voilà. Vous souhaitiez intervenir, vous souhaitiez parler à Daniel, je crois. Voilà. Alors, moi, je voudrais dire à Daniel, je comprends sa grande peine, mais vraiment sa grande souffrance, parce que moi, il m'est arrivé exactement un cas pareil. Ça a été terrible. Vous avez vécu la même situation ? La même situation. Alors, moi, j'avais un berger allemand et j'avais un Terre-Neuve. Et je tombais en pause. Quand je suis arrivée chez moi, mon chien, le berger allemand, a attaqué le Terre-Neuve. Mais quelque chose de terrible. Heureusement qu'il y avait ma fille qui avait 18 ans. On a allumé le jet d'eau pour les séparer, mais un grand jet d'eau, parce j'étais dans mon pavillon, dans le sous-sol. Impossible. Comme il y avait une porte qui donnait sur le jardin, ma fille a pu arriver à l'entrouvrir et à faire glisser le Terre-Neuve de façon à l'extirper, sinon il le mangeait. Voilà. Le soir, moi j'avais du sang partout, mais partout. Le soir, quand mon mari a débauché, il a voulu les remettre en contact, mais le Terre-Neuve était gravement blessé.
Alors, il s'est fait mordre. Mon mari s'est fait mordre profondément à la main. Il a fallu des points de suture. Non, il n'a pas fallu des points de suture parce qu'on ne recoupe pas les plaies d'un chien. Ça ne se recoupe pas. Et il a amené les 2 chiens chez le vétérinaire. Le berger allemand a été mis en quarantaine, c'est-à-dire en quarantaine, et ils l'ont gardé 8 jours. Le Terre-Neuve, il lui a fallu 2 mois de soins. Il a été dans le plâtre. Et il a été confié à la SPA, le berger allemand. Et la SPA voulait nous le redonner. On ne pouvait pas le reprendre. Ce chien, comme disait Claude auparavant, ce chien, il avait une bulle à la naissance. Déjà à 7 mois, alors il venait d'une fratrie où il y avait le propriétaire faisait venir des portées et il y avait de la consanguinité entre frères, sœurs, tout ça. Et il était taré ce chien. Et à 7 mois, on aurait dû s'en séparer. Mais mes enfants l'adoraient, nous aussi. On aime tellement les animaux, on a dit on va y arriver. Non, c'était pas possible. Il se terrait et comment dire, il oubliait tout le monde, il était dans son monde. Et le vétérinaire nous a dit qu'il avait fait une crise d'épilepsie en silence. Ah oui, d'accord. Oui. Monique, alors, j'ai une question à vous poser, parce que bon, là vous parlez en effet d'une expérience très similaire. Vous n'avez pas eu l'impression d'abandonner votre chien quand il est parti? Mais que si, en plus la SPA voulait, ça m'a traumatisé, pourtant ça fait des années, ça fait 10 ans. La SPA voulait qu'on signe un acte d'abandon pour le redonner à quelqu'un, à un truc de gardiennage. Et ce chien, il était dangereux, il allait recommencer, c'était sûr. De toute façon, moi je me rends compte que bon, il y a beaucoup d'éleveurs là, dans ma région, etc. Et c'est vrai que c'est un peu le gros n'importe quoi. Voilà, et donc on n'a pas voulu, on y a fait, mais vous savez, on a dit qu'on ne l'abandonnait pas, mais qu'il ne pouvait pas être remis dans un circuit, qu'il allait faire des dégâts. Oui. Et ils l'ont pas euthanasié? Et ils l'ont euthanasié. Mais ça a été dramatique. Ouais, moi je sais pas, je sais pas à quoi penser, s'il faut l'euthanasier ou je pense pas que ça, de toute façon, c'est pas vous qui prendrez la... Ils vont pas vous le proposer, ils vont vous proposer que vous l'abandonniez de façon à ce qu'il soit replacé. Ah bah oui, bah ça... Alors vous savez, bon, moi j'étais bien fermée, il avait sauté quand même le mur de 1,50 m. Et il était rentré chez la voisine, dont elle gardait des enfants de la crèche municipale. Elle avait 3 enfants de la crèche. Imaginez qu'il s'en soit pris après ses petits. Oui, bah c'est ça. Là encore, Monique, vous soulignez le caractère de dangerosité de ces chiens. Merci pour votre témoignage, Monique, en tout cas, d'être intervenue sur la libre antenne pour une histoire très similaire, Daniel. Ah oui, mais tout à fait. Mais il était devenu fou. Et le vétérinaire nous a dit qu'il avait une crise d'épilepsie en silence et qu'il était irrécupérable. C'était un chien qui allait avoir des moments de bien-être, il allait revenir dans son normal, mais que peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, il allait replonger. Imaginez un petit peu. Oui, c'est important de souligner ce fait. Une anecdote, c'est que ma belle-sœur m'avait confié mon petit-neveu, il avait 2 mois. Et il était dans le couffin, on l'avait posé sur la table du salon. Et nous, on était assis sur le canapé, mais à côté de la table. Le chien s'est approché, j'ai cru qu'il lui ramassait la tête. On a eu juste le temps, le réflexe de soulever le couffin. Non mais ça c'est extrêmement dangereux ce que vous décrivez, Monique. Et des chiens, Sabrina, j'en ai eu. Je les ai amenés jusqu'à leur fin de vie. Dans mon Terre-Neuve, qui avait 12 ans, j'en ai eu des chiens. Mais celui-ci, il avait une tare à la naissance. Voilà. Bon. Et à 7 mois, quand on s'est aperçu qu'il y avait des trucs qui se développaient, on n'aurait jamais dû le garder. Merci Monique. Merci Monique pour ce témoignage. Daniel, j'espère que tous ces témoignages vous auront aidé.
Un petit peu? Non, pas trop, parce que j'ai l'impression qu'on me décrit que des chiens agressifs et violents. Oui, mais c'est le cas de votre chien, Daniel. Oui, non, oui. C'est le cas de votre chien. C'est toute la mesure de ce qui s'est passé ce soir. Il a des phases où il est vraiment. C'est pas d'agré. Il mord comme ça et puis bon après il vient faire. Enfin bref, j'ai l'impression de radoter là, mais je. Non, c'est pas du tout la question, Daniel. Mais c'est vrai que l'idée c'était peut-être de vous faire prendre conscience ce soir, en tout cas, que ce n'est pas un abandon que vous faites. Vraiment, c'est important, mais que c'est aussi une mesure de sécurité qu'on vous a imposée. Et que c'est un chien que peut-être vous n'avez pas pu éduquer correctement. Ah ben ça c'est sûr. Alors quel que soit son caractère, je pense que ça a joué aussi, puisque vous n'étiez pas vous-même très bien durant les 2 ans où vous l'avez eu. C'est sûr qu'il l'a ressenti énormément. Et quand je pleure toute seule, il vient et il fait des câlins et tout. Donc il a vécu au niveau de mes angoisses, c'est sûr. Enfin bon, c'est terrible parce que je sais pas comment je vais dormir cette nuit. Il va vous falloir du temps de toute façon, parce que c'est un choc que vous avez subi. Ah oui, ça c'est un choc traumatique. Donc il va falloir du temps et certainement que ça va vous hanter encore quelques jours en tout cas, si ce n'est plus. On sait plus, oui, puisque bon, à chaque tout ce que j'ai revu là, en revenant de l'hôpital, ces affaires et tout, je fais les faire disparaître parce que rien que ça déjà, c'est. Il avait un gros bidon qui jouait dans la prairie là, et pourtant il n'était pas un chien d'appartement parce que je sais qu'il y a des chiens malinois qui sont gardiens d'appartement. C'est grave, mais qu'est-ce que je veux dire? Mais de toute façon, je pense que les éleveurs là, ils y vont fort à l'heure actuelle. Il y a une part de responsabilité des éleveurs, il y a une part, et puis il y a aussi une part d'imprévisibilité quand même. Quand même aussi, car un animal, est différent en fonction de son éducation, en fonction de sa race, en fonction de son caractère, tout simplement. Je vais prendre un tout petit chien. Quoique les petits chiens, c'est mordeur aussi. Bon, Daniel, je vous souhaite beaucoup de courage. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. J'espère vraiment que vous arriverez déjà à vous remettre physiquement aussi. Bah oui, parce que là, je suis mal barrée. Je suis sous antibiotiques, pansements et tout. Donc. Je vous souhaite beaucoup de courage, Daniel. Beaucoup de courage. Merci, Sophie. Merci à vous pour votre appel. Au revoir. Au revoir. Europe 1. Toutes vos confidences, Sabrina Philippe, au 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Europe 1. Et c'est Alain qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Alain. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Non, mais c'est moi qui vous remercie. C'est vrai que j'écoute assez souvent l'émission et voilà, ce soir j'ai eu envie d'appeler un petit peu pour parler un petit peu de ma situation. Donc, comme je disais effectivement donc à l'accueil, donc moi je suis marié, en tout cas en couple depuis 20 ans avec ma femme et on a 2 enfants et ça se passe globalement bien. Mais c'est vrai que je pense, on va dire que dès le début, elle a eu quand même, elle a peut-être plus de poigne, en tout cas elle impose plus de choses dans la vie et moi au début de la relation je l'ai accepté en m'oubliant un petit peu, en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu et que j'ai maintenant et aujourd'hui, donc depuis on va dire 5-6 ans, j'essaye d'un peu plus d'affirmer en affirmant un peu plus mes choix sur je sais pas, sur destination de vacances ou sur des choses comme ça et à chaque fois je me heurte effectivement à sa personnalité qui est un peu plus forte peut-être que la mienne, même si moi par ailleurs je travaille, j'ai un métier dans lequel j'ai des responsabilités, etc. Et c'est vrai que j'ai l'impression de m'oublier et il y a des moments donnés où je baisse les bras et je me dis que pour notre couple c'est vraiment pas très bon quoi. Et c'est un peu ça que j'ai du mal à vivre au quotidien quoi. D'accord. Je sais pas si vous comprenez. Je comprends, bien sûr, c'est très clair ce que vous exposez Alain. Vous avez quel âge ? 46 ans. 46 ans. Ouais. Ça fait 20 ans que vous êtes avec elle, vous l'avez rencontrée aux alentours de 25-26 ans, c'est ça ? Ouais, ça fait un peu moins de 20 ans. J'avais un peu moins de 30 ans, donc ça fait...
J'avais 27 ans, donc ça fait à peu près 20 ans. C'est ça, 20 ans. Oui. Et vous travailliez à l'époque quand vous l'avez rencontrée ? Oui, bien sûr. Je travaillais, elle aussi. Par contre, suite à notre premier enfant, son retour de congé maternité s'est pas très bien passé dans sa boîte. Et donc, depuis le temps, quasiment, elle travaille pas. Elle se travaille pas. Si elle était là, la rigolerie, c'est qu'elle s'occupait beaucoup des enfants, de la maison, etc. Et moi, j'ai continué à travailler par ailleurs pour assurer le quotidien, etc. Quoi. Bien sûr. Ça fait combien de temps qu'elle ne travaille pas, votre épouse ? Mon fils, il a 17 ans, donc ça doit faire une quinzaine d'années. Quoi. Oui, quand même. D'accord. Ouais. Alors après, par ailleurs, elle s'est occupée de beaucoup de choses par ailleurs, donc dans la maison, des enfants, de ses parents, de sa maman aujourd'hui qui est en maison de retraite, par ailleurs. Mais effectivement, elle est typiquement, je peux donner un exemple. Chaque année, elle peut partir en vacances au même endroit. Alors que moi, j'aimerais bien changer, même si j'aime bien l'endroit où on va. Et en fait, je pense on se heurte. Et au final, j'accepte de partir. Ça se passe très bien, mais c'est vrai que des fois c'est un peu pesant, donc des fois c'est conflictuel parce que par exemple un dimanche je dis tiens j'aimerais bien qu'on aille à tel endroit et je dis presque pour l'embêter parce que je sais qu'elle dira non. Vous voyez ce que je veux dire, c'est et au bout d'un moment moi ça me pèse. J'ai l'impression qu'elle ça la pèse pas tant que ça et moi ça me pèse, c'est-à-dire que j'ai l'impression de ne pas pouvoir m'affirmer et donc des fois je suis amené à faire exprès. Enfin, entre guillemets, de lui proposer quelque chose, parce que je sais que pertinemment... Qu'elle va refuser elle va refuser, ou en tout cas, elle va mettre une opposition. Par exemple, je lui dis, à partir de l'année prochaine, j'aimerais bien aller travailler plutôt en scooter. Ah non, pas scooter, c'est trop dangereux. Et voilà, et puis... et vous ne dites rien, Alain ? Vous ne répondez pas ? Si, j'ose pas, on en discute, des fois on s'embrouille un petit peu, on arrive à en discuter, mais au final j'ai l'impression que c'est elle qui gagne à chaque fois, quoi. C'est-à-dire que j'arrive pas et je pense que si typiquement, par exemple, j'achetais un billet de train pour aller à un endroit différent que ce qu'on va d'habitude, on irait et ça se passerait bien, mais j'ose pas le faire de peur de... Je sais pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que je me bloque comme ça, ou des fois j'arrive pas et pourtant on discute, on n'a pas mal discuté, c'est une discussion, la discussion que je tiens ce soir avec vous, je pourrais très bien avoir la même avec elle, et j'ai déjà eu la même, et on n'arrive pas, elle dit qu'elle n'est pas d'accord, qu'elle ressent pas la même chose que ce que moi je ressens, voilà, et même si elle admet qu'effectivement, typiquement sur la destination de vacances, parce que c'était un sujet d'actualité assez récent, elle admet qu'effectivement, elle veut absolument aller à tel endroit, et que voilà, mais voilà, je sais pas. Ça a toujours été comme ça dans votre couple ? C'est toujours elle qui a pris les décisions dès le départ ? Je sais pas, mais je pense qu'au départ, en tout cas pendant une bonne dizaine d'années, j'ai accepté parce que ça me faisait plaisir. Voilà, en tout cas, je me suis un peu oublié. En tout cas, c'est mon analyse, mais je suis pas sûr d'avoir souffert de ça. Mais à un moment donné, notamment autour de la quarantaine, donc il y a 5-6 ans là, j'ai ressenti le besoin de un peu plus de m'affirmer, donc de porter un petit peu plus mes choix, et puis je me suis heurté, et donc elle, quand on en discute, elle me dit oui, mais c'est toi qui as changé, ça a toujours été comme ça, et pourquoi aujourd'hui... C'était le contrat de départ en fait, Alain. Peut-être, je sais pas. Dans un couple, il y a toujours un contrat de départ, et dans le contrat de départ, c'est elle qui prenait les décisions et qui régissait la vie familiale. Ouais, peut-être. Et certainement une partie de votre vie aussi. Parce que peut-être que vous, ça vous rassurait ? Peut-être, non, bien sûr. Je veux bien le croire. Mais c'est vrai que peut-être qu'à un moment donné, j'ai peut-être changé. Parce que je me suis affirmé différemment, peut-être dans le monde du travail, ou on a déménagé, donc des choses qui ont changé, etc. Et quand j'ai voulu effectivement... vous affirmer aussi chez vous, ça a été plus compliqué ? Peut-être. Et je crois que j'ai pas réussi vraiment, quoi. Genre aujourd'hui, je suis pas malheureux, spécialement. Mais des fois, je ressens effectivement ce manque de... Voilà, je sais pas... Pourtant, je prends les initiatives, et puis donc ça marche très bien, etc. Mais en gros, il faudrait pas que je prenne l'initiative sans lui dire et lui imposer de manière assez gentille, et ça marcherait. Par contre, quand je lui dis tiens, on va aller à tel endroit dimanche, non, on va pas là. Alors que si on y avait été d'emblée, peut-être qu'on aurait été, ça serait très bien passé. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous parliez du scooter, oui. Même la façon dont vous présentiez les choses. Oui.
On aurait pu penser à un jeune garçon qui demande la permission. Ouais. Vous pensez qu'il y a un peu de ça ? Ouais, c'est possible, effectivement. Maintenant que vous tournez comme ça, c'est possible. Ouais. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un scooter ? Non. Bon, voilà. Discussion close. Bah oui, c'est vrai. Donc, voilà, un jeune garçon avec sa maman. Ah oui, alors, ou pas de ma maman, effectivement. Ouais, mais bien sûr, mais c'est vrai que... Oui, c'est sûr qu'il y a peut-être quelque chose un petit peu comme ça qu'il faut rapprocher ou réfléchir, quoi, effectivement. Ouais. Parce que peut-être que justement, ça vous arrangeait au début de votre relation d'être face à une femme un peu qui savait s'imposer. Oui, d'ailleurs, quand on s'est forte. rencontrés, je pensais qu'elle était plus jeune que moi, parce que physiquement, elle faisait beaucoup... Alors qu'aujourd'hui, elle a 3 ans de plus que moi. Elle faisait plus jeune que moi, et finalement, je me suis rendu compte qu'elle était plus âgée, peut-être plus mature que moi, finalement, au final. Hein, et effectivement, ça m'avait un peu surpris au départ. Enfin bon, après, c'était anecdotique, mais effectivement... Donc il y avait quelque chose certainement de rassurant pour vous au début. Oui, peut-être. Ouais. Et puis confortable aussi. Parce que finalement, c'est elle qui prenait les décisions, donc ça vous évitait d'en prendre. Ouais, mais c'est vrai que j'ai jamais ressenti ça dans ma personnalité, quoi. C'est-à-dire que c'était sûrement caché, hein, parce qu'effectivement, si ça apparaît de manière aussi importante, c'est que c'était bien en moi, bien avant, j'imagine, cette histoire-là, quoi. Mais non, et puis des fois, j'ai pas l'impression d'être pareil lorsque on est ensemble ou lorsque je suis avec d'autres personnes. Vous voyez, moi, j'ai des activités par ailleurs, ou même dans le monde du travail. Je suis quelqu'un quand même qui est plutôt, je veux pas dire meneur, mais en tout cas qui est quand même plutôt, qui est pas un suiveur, on va dire, pour bien clarifier, et plutôt quelqu'un de jovial, etc. Et lorsqu'on est ensemble, voilà, il y a des choses que j'aimerais. Enfin, je suis un peu différent. Plus en retrait. Plus en retrait, effectivement. J'ai l'impression que c'est plus inhibé. Plus inhibé, effectivement, et c'est peut-être plus elle qui porte les choses, qui choisit un peu nos amis des fois aussi, ou qui choisit pas justement, donc c'est-à-dire qui ne valide pas. Qui ne valide pas, ouais, c'est peut-être un peu ça. Mais en fait, elle a une telle franchise des fois vis-à-vis des gens que ça peut aussi créer un peu des freins, et donc des fois ça nous isole un petit peu, notamment par rapport à des personnes qu'on connaissait par ailleurs. Mais ça concourt tout à sa personnalité, c'est-à-dire qu'elle est assez cash, vous voyez, c'est-à-dire que autant moi je pourrais, on va dire, par exemple si elle me fait une proposition, je vais pas lui dire non, je vais essayer d'enrouler, de lui faire des contre-propositions, ou essayer un petit peu je sais pas, en fait, de m'imposer, mais pas de manière directe. Alors qu'elle, elle est très très cash. Des fois, moi, j'admire même cette franchise qu'elle peut avoir, ce côté, ce côté franc et direct. Mais qu'elle l'est avec les autres, pourquoi pas. Mais avec moi, des fois, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais je pense pas que ce soit méchant. Vous voyez, je pense que c'est sa personnalité et que moi, je l'ai accepté au début. Et à un moment donné, quand j'ai décidé, enfin en tout cas j'ai ressenti le besoin d'être un peu plus écouté, ou en tout cas un peu plus meneur. Oui, un peu plus adulte aussi peut-être. Exactement, adulte peut-être un aussi. Un peu plus adulte. Et ça n'a pas passé, parce qu'elle n'a pas accepté, elle n'a pas compris ce changement de posture que bien évidemment. Bien évidemment, d'autant qu'elle a arrêté de travailler, donc finalement, sa zone entre guillemets de pouvoir bien sûr. s'est étendue d'autant plus au foyer, aux enfants, à tout ce qui pouvait concerner votre vie familiale et conjugale. Voilà, et donc aujourd'hui, ma question, en tout cas mes interrogations, c'est comment est-ce que je pourrais dépasser un petit peu ces barrières, en tout cas ces freins que je ressens, et pour pas tout mettre en péril, parce qu'aujourd'hui, ça se passe bien, mais voilà, moi des fois je suis blessé, quoi, ou je me questionne beaucoup sur ce genre de problèmes qu'on rencontre, quoi. Et sur le plan des relations intimes? Non, ça se passe bien. Ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Enfin, on n'est pas toujours. Non, ça se passe bien. Ça se passe bien. Moi, ce que j'aimerais, c'est que des fois qu'elle soit plus féminine, mais pas forcément dans la relation intime, mais au quotidien. Moi, j'aimerais bien qu'elle soit plus attentionnée vis-à-vis d'elle, mais pour elle, mais également pour moi. C'est-à-dire, se faire les ongles, de manière peut-être plus
fréquentes ou plus souvent en tout cas. Mais c'est des choses que je lui ai pas demandé au départ, que j'acceptais effectivement son côté. C'est une belle femme, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais qui sait bien se mettre en valeur, mais qui avec un rien se fait belle, on va dire, alors que je préférais qu'elle soit peut-être plus douce, qu'elle soit plus attentive à elle-même. Donc ça, c'est des choses qui au début me manquent pas, ou en tout cas me préoccupaient pas, et qui aujourd'hui me préoccupent un petit peu. Et quand je lui demande, elle me dit oui, puis en fait elle fait parfaitement, parce que c'est pas sa personnalité, quoi. Et c'est là, c'est pareil, elle me dit oui, mais il y a 15 ans, tu ne demandais pas ça spécialement. Aujourd'hui, tu me demandes pourquoi, pour qui, bon voilà, bon. Mais sinon, intimement, il n'y a pas de problème particulier, ça se passe bien. En tout cas, on en parle beaucoup quand ça se passe mal, ou quand on reçoit, je reçois pas tout ce que je voudrais recevoir, et vice versa, mais il n'y a pas de point particulier, quoi. D'accord. Ouais. Bon, ça c'est essentiel. Ça veut dire que le lien est toujours là. C'est primordial. Voilà. C'est primordial. Mais j'ai pas d'inquiétude sur le lien. C'est sur votre façon de fonctionner, en fait. Alors, Flora nous écrit, vous avez évolué. Ça, c'est clair. Vous avez évolué. Vous avez changé. Vous êtes maintenant, vous avez envie d'être plus dans un rôle d'adulte. Oui. Un adulte qui décide. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire, Alain. La première, c'est de lui signifier vraiment que c'est un problème pour vous. Et peut-être que vous ne l'avez pas fait de façon assez directe. Certainement pour ne pas la froisser. Mais à force de ne pas vouloir la froisser, en effet, vous risquez de mettre votre couple en péril. Ouais. Oui, parce que des fois, il m'arrive de bouder. Enfin, je sais pas, il y a 3 semaines ou un mois, on n'était pas d'accord sur un sujet, alors je sais plus quel était le sujet. Voilà, bon. Alors après, pourtant, je suis pas boudeur spécialement, mais c'est vrai que des fois, je me dis, mais à quoi bon m'embêter, on me prend la tête, ça passera. Mais bouder, ce sont les enfants qui boudent, Alain. Je sais. Ouais, mais bon. Vous êtes amusant, parce que il y a quelque chose de très enfantin que vous avez dans cette relation-là. Non, mais c'est possible, bien sûr. Ouais. J'ai boudé, ce sont les enfants qui boudent. Bah oui, mais je suis peut-être un grand enfant. En tout cas, dans votre couple. Dans ce couple-là. Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, ce que je dis tout à l'heure, c'est que dans le monde du travail, moi, j'ai une responsabilité, j'encadre des ressources, etc., à distance ou même en présentiel, et j'affirme effectivement mon rôle, et en tout cas mon leadership. Donc là-dessus, j'ai pas de problème. Lorsqu'on fait des sorties, moi, je fais pas mal d'activités sportives par ailleurs. Voilà, je suis plutôt un leader, ou en tout cas quelqu'un qui est plutôt remarqué, on va dire, dans un groupe, remarqué dans le bon sens du terme, pas forcément mais voilà, enfin, je suis pas effacé en tout cas, et c'est vrai que dans mon couple, je suis voilà, je crois que j'ai eu ma place, et à un moment donné, j'ai eu ma place, en tout cas je me satisfaisais de ma place effectivement jusqu'à un certain temps. Et puis, donc autour de la quarantaine, alors est-ce que c'est le syndrome, est-ce que c'est autre chose, je ne sais quoi. En tout cas, il y a 5-6 ans, là, j'ai ressenti le besoin de vivre différemment, et ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que ça n'a pas, elle n'a pas accepté ce changement pourtant doux, hein, parce que je suis plutôt quelqu'un de plutôt rond, plutôt diplomate, etc. Et elle n'a pas accepté. Et comme vous disiez, je pense que j'ai quand même plusieurs fois je lui ai notifié quand même que voilà, que je pense qu'elle le voit, mais je pense que c'est plus fort qu'elle. Je pense qu'elle elle n'arrive pas. Encore une fois, Alain, c'est qu'il y a plusieurs façons de dire les choses. Et à mon avis, vous ne les avez pas dites de façon assez claire, assez forte, et surtout en lui faisant comprendre que vous ne souhaitiez vraiment plus que ça continue comme ça. Vous voyez ? Ouais. Donc, si c'était juste pour lui signifier en lui disant voilà, ça m'embête, mais au fond, ça peut continuer. Si le message implicite, il est là, forcément, ça continue. Vous avez, entre guillemets, vous n'avez pas mis les pieds dans le plat, quoi. Hein. Ouais, ou peut-être pas suffisamment, effectivement. Pas suffisamment. Ça, c'est la première chose. La deuxième aussi, ça serait peut-être intéressant pour vous de comprendre pourquoi vous avez eu ce premier couple avec vous dans une position assez infantile. Qu'est-ce qui se joue là-dedans et qu'est-ce qui s'est joué là-dedans ? Il était comment votre couple parental, hein, vos parents ? Mes parents ont divorcé quand j'avais 20 ans. C'était ma mère qui était plus forte que mon père. Mon père, il n'a jamais eu un mot à dire à la maison spécialement. Oui. Mais je pense que
lui, enfin en tout cas, j'ai jamais discuté avec lui. Je pense qu'il a accepté cette situation-là. Et mes parents sont séparés quand j'avais 20 ans. Ma mère est toujours toute seule aujourd'hui. Pourtant, c'est elle qui est partie, hein, donc parce que pour diverses raisons que je connais même pas forcément. Et mon père l'a attendu pendant 10 ans. Et une fois, il a été la voir pour lui demander si elle voulait bien revenir. Elle a dit non. Et mon père s'est remarié. Enfin, il s'est remarié, en tout cas, il s'est remis en couple avec quelqu'un. Et aujourd'hui, il a le même rôle que ce qu'il avait avec ma mère. C'est-à-dire, il est quand même assez, pas soumis, mais en tout cas plutôt en retrait. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il est plus épanoui. Alors, peut-être que j'ai un regard différent avec l'âge que j'ai, mais... D'accord. Donc en fait, vous avez la même position qu'a eu votre père. Ouais, c'est possible. Vous avez suivi le même modèle. Ouais, c'est vrai. C'est la femme qui prend des décisions à la maison et l'homme suit. Vous avez grandi avec un modèle de père qui était dans son propre couple, un peu un enfant face à une mère, et vous avez reproduit la même chose. Et peut-être qu'à un moment, à 40 ans, vous vous êtes dit, finalement, est-ce que c'est vraiment moi ? Ah, puis ma mère, en fait, avec 40 ans, je pense, quand elle est partie, parce que aujourd'hui, elle a 70 ans, donc c'est à peu près ça. Enfin, je sais pas exactement, mais c'est dans ces eaux-là, quoi. Ouais. D'accord. Donc peut-être une date anniversaire, peut-être. Ce qu'on appelle une date anniversaire. Je sais pas vous dire. Ouais. Donc, au moment, finalement, vous voyez, vous réagissez au moment où votre mère, elle, quitte votre père. Vous, quelque part, vous prenez conscience que vous pouvez être un homme dans votre couple et non pas un petit garçon. Donc c'est ça qui se joue. Oui, mais alors, ok, j'entends très bien. Effectivement, c'est des parallèles que j'ai jamais fait, mais qui sont très intéressants. Mais aujourd'hui, ça me correspond pas. Enfin, vous voyez, moi, je suis dans une situation où je suis pas malheureux, mais c'est vrai que c'est pas forcément très confortable, quoi. Moi, et pourtant, j'ai l'impression, alors peut-être effectivement, il faut que je le formalise un petit peu différemment, le notifie de manière peut-être plus claire. Que ce que j'ai fait jusqu'à présent, même si j'ai eu l'impression d'avoir fait quand même plusieurs fois de façon différente, mais bon, mais par contre, j'ai pas l'impression qu'elle soit, je sais pas, qu'elle soit réceptive. Non, je pense qu'elle entend, je pense qu'elle comprend. Mais ça l'arrange pas. Mais ça l'arrange pas. Ouais. Pourtant, c'est étonnant parce que quand on la voit, elle est pas forcément femme forte. Vous voyez, c'est pas forcément ni physiquement, ni. Mais par contre, elle est. Je veux dire bornée, mais c'est pas bornée, mais en tout cas, on dirait qu'elle marche sur un fil, vous voyez, puis le fil, il est tout droit et elle se détourne pas. Et même des fois, imaginons, on discute, je sais pas moi, d'une discussion avec une tierce personne, elle est capable de dire des choses. Je pense qu'ils sont appréciés par ailleurs parce que c'est très directif. Enfin, appréciés ou en tout cas, il y a une franchise assez claire et nette. Mais moi, je suis presque gêné de certaines choses qu'elle puisse dire, quoi. Elle le dit pas méchamment, mais voilà, il n'y a pas de filtre. C'est vraiment très. Et donc, comme je disais tout à l'heure, qu'elle le fasse avec d'autres personnes, pourquoi pas. Enfin, après, mais c'est vrai qu'avec moi, c'est marche. Enfin voilà, on avance et puis. Mais on avance tant que vous acceptez, Alain. Encore une fois, c'est quelque chose qui se joue à deux là. Ouais. Alors, il faut quand même que je modère parce que je dis, c'est que des fois j'arrive à imposer des choses quand même, etc. Mais par exemple, typiquement, imaginons, je parlais tout à l'heure des congés. Si demain je décide d'aller ailleurs que l'endroit où on va de manière assez habituelle et qu'elle accepte, parce que ça arrive. Je suis stressé de savoir, je me dis, mais si ça marche, si ça lui plaît pas, si ça correspond pas exactement à ses attentes, etc. C'est pour ça qu'en fait, Alain, je pense qu'il y a un travail à faire aussi de votre côté. Alors ça serait peut-être intéressant que vous fassiez une thérapie de couple aussi, que vous fassiez accompagner. Ouais, mais ça veut dire qu'il faudrait qu'elle adhère. Je suis pas sûr qu'elle adhérerait vraiment à ça, parce que je sais pas. Non, mais ça veut dire surtout, Alain, que en fait, lui dire de faire une thérapie de couple, c'est signifier qu'il y a un réel problème. Vous voyez ? Ouais, d'accord. Okay. C'est ça, surtout. C'est-à-dire lui dire sans forcément le faire à terme, c'est juste. Si, vous pouvez le faire, bien sûr. Moi, je vous conseille d'aller le faire pour vous ajuster et de vous faire accompagner. Ouais. Mais est-ce que le risque, c'est pas que la conclusion soit, finalement, vous n'êtes pas fait.
Non, mais la conclusion, elle viendra pas comme ça. La conclusion, déjà, c'est vous qui la donnez. Mais je crois que, si vous voulez, on sent que vous avez envie de changer. On sent que vous avez envie de vivre un autre mode de couple. Mais on sent aussi que vous avez peur de perdre le couple que vous avez. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Donc, mais non, parce que on ne change dans la vie, Alain, que ce qui est insupportable. À partir du moment où ça sera toujours supportable pour vous, vous ne changerez pas. Ouais. Vous voyez ? Alors peut-être que si vous nous appelez ce soir, c'est que ça commence à devenir insupportable. Oui, enfin, ça l'est pas forcément plus qu'il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, mais effectivement, là, c'était l'occasion. Voilà, bon, c'est toujours. C'est la première fois que j'appelais, donc effectivement, j'écoute souvent l'émission et souvent, j'essaie de voir des choses qui se rapprochent ou écouter un petit peu. Bon, le témoignage de tout à l'heure était un peu différent du mien, mais oui, effectivement, je comprends effectivement ce qui est supportable. Ouais. Oui. On change pas pour aller vers un bien-être. On ne change que ce qui est insupportable. Tant que ça sera supportable pour vous, ça restera comme ça. Et le jour où ça ne le sera plus, eh bien, vous mettrez en place une thérapie de couple où vous, entre guillemets, vous taperez du poing sur la table en disant non, mais moi j'ai envie de faire ça. Et vous n'aurez pas peur derrière des conséquences. Parce que là, encore une fois, vous agissez comme un enfant. Je propose quelque chose, mais j'ai peur parce que si ça se passe mal. Mais quand on est dans une position d'adulte, on assume ses choix. Ouais, mais effectivement. Et puis vous n'êtes pas obligé, de tout border de cette façon. D'ailleurs, c'est impossible. Bah oui, c'est bien entendu que c'est impossible. Effectivement, il y a tellement d'aléas dans la vie, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc quand vous prenez une décision, vous prenez une décision, et puis voilà. Et puis à un moment, c'est l'un qui la prend, l'autre. Je me sentirais responsable, effectivement, si ça se déroule pas comme ça aurait pu ou dû se dérouler. Oui, mais là encore, vous êtes dans une position, je vous dis, infantile. Vous voyez ? Donc elle doit comprendre que vous avez évolué. Ça peut pas se faire immédiatement. Bien sûr. Mais tant que vous ne lui signifiez pas clairement, et encore une fois, je vous conseille de vous tourner vers un thérapeute de couple éventuellement et de marquer les choses pour que vous puissiez changer progressivement ensemble. Voilà. Et tant que vous ne le signifierez pas clairement, il ne se passera pas grand-chose. Ouais. Voilà. Ouais. Très bien. Bon, ben Voilà, Alain. J'essaye d'être clair, hein, mais... Non, mais c'est super clair, en fait. Mais honnêtement, ce que vous dites là, je pense que j'ai conscience de tout ça. Enfin, comme je rumine ça depuis quelque temps, enfin, vous voyez, c'est un peu... mais c'est vrai que il faut que je sois plus clair, effectivement, dans mes positions ou dans mes choix, en expliquant plus clairement parce ce qui me gêne peut-être. Oui, et puis plus affirmé. Plus affirmé, ouais, c'est vrai, tout à fait. Ouais. Plus affirmé, comme vous pouvez l'être au travail. Peut-être que pour vous aider, vous pouvez visualiser ce petit garçon. À quel moment c'est le petit garçon qui parle et à quel moment c'est l'adulte qui parle. Ouais. C'est intéressant. Oui, c'est vrai, effectivement. Vous verrez qu'à certains moments, votre voix change, certainement. Vos attitudes changent. On s'en rend pas toujours compte, mais l'enfant qu'on a à l'intérieur de soi, il se manifeste. Et à mon avis, dans votre couple, il doit se manifester souvent. Oui, non, mais je vois bien. Vous voyez ? Donc ça peut vous aussi vous aider dans cette prise de conscience. Très bien, je vais essayer de visionner tout ça, quoi. Écoutez, je vous le souhaite. D'accord. En tout cas, je pense que c'est bien, Alain, de prendre les choses en amont. C'est-à-dire que ne tardez pas trop dans votre démarche. Ne tardez pas trop parce que c'est comme ça que les couples, justement, se distordent et finissent par se quitter. Il faut éviter d'aller vers l'insupportable. Vous voyez ? C'est encore supportable pour vous, donc c'est le bon moment. Parce qu'après, on va sûrement arrêter, mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que je me pose la question si elle, vraiment, elle est heureuse, en tout cas si ça lui convient, cette relation qu'on a, parce que des fois, je suis pas si sûr. Enfin, moi, je lui ai exprimé plusieurs fois, je pense, ma souffrance, alors peut-être pas de la bonne façon, mais qu'importe. Et elle, j'ai pas l'impression que... Enfin, j'ai l'impression que ça lui convient. Ouais. Mais même sans si doute. c'est pas... Mais peut-être que c'est ça aussi que vous verrez avec ce thérapeute de couple, ça ouvrira la parole. Oui, bien sûr. C'est une chose qui est difficile souvent à faire à deux, seul, à ce stade-là. Voyez ? Oui. On peut se parler de beaucoup de choses ensemble, mais c'est bien d'avoir un médiateur.
à certains moments. Clairement, c'est évident. Ouais. Je vous souhaite très bien. Une belle continuation, Alain, et puis que l'adulte en vous se réveille. Bon, très bien, je vais y réfléchir. Très bien. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, bonne soirée, en tout cas. Au plaisir, au revoir. Pour parler à Sabrina Philippe, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. La libre antenne sur Europe 1, Sabrina Philippe. Et c'est Gaëlle, que l'on accueille maintenant. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir Sabrina, merci Bonsoir. pour mon appel. Alors, qu'est-ce qui vous amène à nous appeler? Je vous téléphone ce soir parce que je suis très inquiète pour l'une de mes meilleures amies que j'ai vue cet après-midi, avec qui j'ai déjeuné dans un premier temps en compagnie de sa fille. Et puis qui m'a rappelé un peu plus tard dans l'après-midi en pleurs. Il a fallu que je l'appelle plusieurs fois. Je ne comprenais pas ce qu'elle me disait tellement elle était bouleversée. Et j'ai fini par comprendre que sa fille l'avait frappée, s'était mise en colère et elle m'appelait au secours en fait. Donc je suis arrivée un petit quart d'heure plus tard. Mon amie était enfermée dans sa voiture, sa fille était dans la maison, enfermée dans sa chambre. Donc je suis montée à l'étage, j'ai échangé quelques mots avec la maman pour savoir un petit peu. C'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'incident. Sa fille a l'habitude de la frapper, votre amie? Alors c'est pas une habitude, mais c'est déjà arrivé. Oui. C'est arrivé au 1er janvier, c'est arrivé l'été dernier. Et si ça n'arrive pas plus souvent, c'est aussi parce que la maman est très très attentive à ne pas contrarier sa grande ado, parce qu'elle a 20 ans. Donc là, j'ai essayé de discuter à travers une porte fermée avec une jeune femme qui était très en colère et qui n'avait pas envie d'écouter la copine de sa mère, ce que je peux comprendre. Et mon amie, pour la première fois, s'était résolue à chasser sa fille. Donc je suis restée jusqu'à ce qu'elle parte. Et en fait, elle a utilisé un terme qui m'a fait tilt et qui tourne en boucle. Et c'est pour ça que je vous appelle ce soir, c'est que elle m'a parlé d'enfant tyran. Et voilà. Et c'est, pour moi, c'est une situation qui me fait peur. Là, ce soir, en fait, elle a voulu rester seule chez elle. C'est une maison qui est très isolée. J'aurais préféré rester avec elle, mais j'ai respecté son besoin d'intimité. En fait, elle m'a renvoyé un message en me disant que sa fille allait rentrer ce soir. Et je suis inquiète. Je reconnais que elle sait que mon téléphone reste allumé, contrairement à mes habitudes. Elle sait que je peux venir, mais je sais pas comment les aider l'une et l'autre, parce que clairement, je sais bien que c'est une jeune femme que j'aime beaucoup, que je connais depuis qu'elle est petite ado, qui a plein de qualités, qui est brillante et qui peut être charmante, qui peut vraiment être même très très charmante. C'est quelqu'un, je pense, qui aime bien, qui a besoin que les regards soient sur elle en fait, et qui sait très bien faire ça. Et à côté de ça, elle est extrêmement dure. Le déjeuner déjà c'est mal passé parce que elle a été odieuse. Elle s'est blessée hier, donc elle a mal, elle est inquiète, elle est contrariée d'être gênée parce que ça contrarie ses plans de vacances. Mais c'est pas une situation qui est dramatique. A priori, la prise en charge est en cours et il y a rien de très inquiétant là-dedans. Mais j'avais vraiment l'impression qu'elle avait besoin de passer sa colère sur quelqu'un et qu'elle attendait sa mère au tournant. Et Bon, ça, ce sont des choses qui n'arrivent pas comme ça par hasard dans un couple mère-fille. Non, alors mon amie à la garde exclusive de ses enfants et leur père était lui-même assez violent, si j'ai bien compris. Moi, je le connais pas. C'est une jeune femme, une femme que j'ai rencontrée il y a que quelques années. Elle était déjà séparée, donc justement, elle me dit que
que si sa fille est comme ça, c'est parce que elle est en manque d'amour de son père, qu'elle a eu des mauvais exemples. Enfin, ce que je peux parfaitement comprendre. Je dis, moi, il s'agit pas de juger qui que ce soit, mais je sais pas quoi faire. Enfin, j'aimerais savoir s'il y a des associations vers qui la maman pourrait se tourner. Enfin, voilà, j'ai peur d'un accident, Mais votre amie, pour que la situation arrive à cet état critique, elle s'est laissée faire, forcément. Oui, c'est quelqu'un qui a toujours, dans toutes ses relations sociales, a toujours peur de faire des vagues, de toute façon. Elle essaye toujours d'aplanir, quels que soient les problèmes qu'elle rencontre, elle essaye toujours de pas heurter les gens, de pas. Elle a un métier, elle est vraiment dans l'empathie. D'ailleurs, c'est par son métier qu'on s'est rencontrés. Elle m'a beaucoup aidée. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'écoute, qui se dévoue énormément pour les autres. Et oui, je pense. Peut-être que, elle a l'impression que sa fille est très malheureuse, et ce qui est sûrement vrai. Mais du coup, elle veut pas en rajouter en étant dure. Et parce que c'est à elle de poser les limites. Et apparemment, les limites, elle ne les a pas posées. Pour qu'un enfant puisse lever la main sur son parent, c'est que les limites ne sont pas posées. Oui, sans doute. Dans notre cercle amical, cet enfant-là, elle passe pour une sale gosse pourrie gâtée. Voilà, de façon... Et c'est sans doute vrai, mais je dirais... Maintenant, elle a 20 ans, donc de toute façon, les limites, je pense qu'elles ont... elles n'ont peut-être pas été posées quand elle avait 3 ans, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. C'est compliqué maintenant de... Bien entendu, mais ce que je voulais dire par là, Gaëlle, c'est que vous ne pouvez pas les poser à la place de la mère. Non, non, bien sûr. Moi, je suis venue cet après-midi d'abord parce qu'elle m'a appelée au secours, d'autre part pour m'assurer que la violence, pour faire contrepoids, en général, quand même D'ailleurs, le simple fait de savoir que j'allais arriver, elle a arrêté d'être violente. Et puis éventuellement, en fait, mon idée première, c'était d'accueillir la jeune fille chez moi. Pour qu'elle soit en sécurité, mais séparée de sa mère. Mais non, j'ai aucune prétention d'éducation ou quoi que ce soit. Mes propres enfants sont jeunes. J'ai peur. J'ai juste peur, et je voudrais savoir je sais pas s'il y a un numéro d'aide pour les parents, pour les enfants, parce que c'est une jeune fille qui a déjà vu un pédopsychiatre il y a 1 an ou 2, suite à une première crise de violence d'ailleurs. Elle est allée la voir quelques fois, mais je sais pas, je sais pas quoi. Bon, Gaëlle, donc on en appelle d'ailleurs aux auditeurs, s'ils ont des pistes d'association, en effet, pour les parents. La seule chose que vous puissiez faire, vous, c'est d'être là pour votre amie comme vous l'avez fait, tout en sachant que votre action sera limitée, bien sûr, puisque seule elle peut prendre des mesures. Oui, j'ai écouté le témoignage précédent. Je suppose qu'on est dans une situation qui n'est pas encore insupportable. Et du coup, elle l'accepte. Et elle a accepté certainement la tyrannie de sa fille, qui aujourd'hui arrive à son paroxysme parce que c'est une jeune fille qui a 20 ans. Donc c'est peut-être aussi son mode de fonctionnement à votre amie, parce que vous disiez qu'elle avait eu un conjoint violent. Donc peut-être dans cette espèce de soumission qu'elle peut avoir à l'autre aussi. Vous voyez ? Oui. Parce que souvent les situations se répètent. Alors elle me dit qu'elle n'a pas besoin d'aide extérieure parce que elle a des amis et qu'elle est surtout inquiète pour sa fille, etc. Mais elle n'a pas besoin d'aide extérieure. Il faudrait elle aussi qu'elle aille consulter. En lui signifiant que cette situation n'est pas normale. Mais c'est bien la seule chose que vous puissiez faire. Oui. Quand bien même il y aurait des associations, si elle ne considère pas
que la situation est insupportable, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous voyez ? Oui. Vous pouvez juste lui signifier que c'est anormal, très anormal. Oui. C'est vrai que pour moi, c'est très angoissant. Mais oui, ça l'est. Ça l'est. Voilà. Mais vous voyez bien que malgré la crise qu'il y a eu, finalement, elle allait se revenir. Oui. Mais c'est-à-dire que c'est une maman, c'est un peu une maman poule et que elle avait très peur qu'elle se mette en danger, que elle avait très peur de la savoir dehors, quoi. Oui, enfin, elle a 20 ans en même temps. Oui. Et sa fille le sait. C'est pour ça qu'elle sait qu'il n'y a pas de limite. Donc il aurait fallu tenir bon et lui interdire de rentrer, enfin vraiment de... C'est-à-dire que les limites, comme vous l'avez si justement dit Gaëlle, il aurait fallu les mettre bien avant, en effet. Mais là, il va falloir qu'elle apprenne peut-être à en mettre un petit peu. Et ça, c'est par le biais de consultation qu'elle pourra peut-être prendre conscience qu'il y a un problème, qu'elle rejoue quelque chose. Vous voyez ? Ouais. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne souhaite pas être aidé. Alors elle vous appelle à l'aide, en effet, pour arrêter une situation de crise, mais veut-elle plus ? Oui, non, effectivement. Bon, là, elle ne sait pas que j'appelle. Hein, bien sûr. Vous pourrez agir à partir du moment où elle vous demandera plus, où vous sentirez que potentiellement elle a besoin d'une adresse, potentiellement elle a besoin d'un thérapeute. Vous voyez ? D'accord. L'amitié, c'est ça, c'est être là quand l'autre en a besoin. C'est ce que vous faites. D'accord, bon. Je vous remercie. En tout cas, s'il y a des SMS d'auditeurs, on vous les transmettra, bien sûr, Gaëlle, pour d'éventuelles associations. Je me disais, il y a des choses pour les femmes battues. Est-ce qu'il y a des numéros d'urgence pour les parents battus ou des, enfin, voilà, il y a des associations, en tout cas, ça c'est sûr. Merci pour votre appel, Gaëlle. C'est moi, merci pour votre écoute. Sur Europe 1, Sabrina Philippe vous écoute et vous accompagne. Et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. La ligne est ouverte au 39 21. Et puis bien sûr, vos SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. C'est Hélène qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Hélène. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Alors. Bon, merci de prendre mon appel. Merci à vous. Merci à vous d'être avec nous sur la libre antenne. Donc je vous appelle parce que je suis en dépression et je prends des médicaments depuis plusieurs années. Oui. Et donc je voudrais savoir si une dépression peut durer très très longtemps ou s'il existe une forme de dépression chronique. Parce que mon psychiatre me dit que je fais une anxio-dépression et que pour l'instant je peux pas faire de sevrage de médicaments. Je suis obligée de continuer à les prendre parce que c'est une béquille pour moi. Mais bon, quelquefois j'arrête pendant une journée, je suis obligée de reprendre parce que je suis aussi plus mal encore 2-3 jours après. Enfin. Et je ne sais pas si ça s'est chronicisé ou si... Parce que je vis des événements difficiles ces dernières années, j'en ai vécu beaucoup. Alors, donc je repense à la dépression, après j'essaie de me relever, puis encore des nouveaux événements, donc c'est assez pénible, quoi, je trouve. Vous n'arrivez pas à remonter, on va dire. Oui. C'est ça ? Oui, ça vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Oui, je suis obligée de prendre sur moi pour faire dans tous dans ma vie, pour le lever, la nourriture, tout, quoi. En fait, c'est difficile. Et en plus, donc, j'ai mon entourage qui me dit que c'est pas une dépression, que c'est pas vrai, que... C'est qui votre entourage, Hélène ? Comment ? Votre entourage, c'est qui ? Par exemple, ma sœur, j'ai une amie aussi qui me dit ça, c'est plus une dépression, sinon tu serais déjà guérie parce que tu as déjà vu des psychologues. Alors ça fait que je cache, je le dis plus, quoi. Je suis obligée de je le dis plus. Ma sœur me disait que c'était peut-être plutôt que je faisais que j'étais plutôt autiste. Alors franchement, c'est tout, j'en veux pas, mais j'en ai parlé au psychologue. Il m'a dit si vous faisiez de l'autisme, vous auriez pas pu faire vivre normalement, quoi.
Alors, je me sens pas... Enfin, ça m'a quand même assez perturbée. Alors, pour mieux comprendre, Hélène, votre histoire de vie, cette dépression, elle a commencé quand ? Ah oui. Écoutez, vraiment, c'est quand j'ai été en échec au niveau sentimental. J'ai vécu avec quelqu'un qui était violent. Oui. Et je lui ai dit de partir. Donc, quand je suis revenue de mon travail, il avait tout cassé dans l'appartement. On vivait ensemble et en fait, il buvait plus. Il buvait et il s'était soigné, mais il rebuvait. Donc, on n'a pas vécu longtemps ensemble. Et donc, il a tout cassé. Donc là, il a fallu le faire partir, l'emmener se faire soigner à l'hôpital. Et moi, j'ai plus voulu qu'il revienne. Et il a fallu que je me relève de tout ça. Et donc, il a fallu que je lui renvoie ses affaires. Enfin bref. Et après, j'ai eu des problèmes à mon travail parce que j'ai travaillé dans une administration où il y a eu beaucoup de changements, de déménagements. Et je me suis retrouvée, en arrivant un jour à mon travail, il y avait une personne à ma place. On m'a dit, allez voir là, à l'étage au-dessus s'il y a du travail. Enfin, Vous avez été malmenée à votre travail. Alors, cette histoire date de quand ? Quand votre conjoint... Oui, c'est des années 90. Donc ça fait quand même un moment, oui. Oui, en effet. Puis j'avais déjà vécu avec quelqu'un qui buvait aussi, mais vécu. Pas vraiment, mais là, il m'avait frappé, lui. Il m'avait vraiment frappé. Donc là, c'est pareil, je l'ai mis dehors. Là, j'ai été aidée par ma famille. Enfin, je pense que... Donc, j'ai fait une psychogénéalogie qui m'a aidée. Et là, j'ai vu que du côté paternel, il y avait beaucoup de violence dans la famille. Et il y a eu beaucoup de suicides aussi, et d'alcoolisme, ou de la violence, dans le haut de l'arbre généalogique jusque maintenant. J'ai mes deux cousins, mon cousin et ma cousine qui se sont suicidés il n'y a pas longtemps, du côté paternel, il n'y a pas longtemps. Ça fait 10 ans et l'autre ça fait 1 an. Oui. Et mon père est mort d'un accident de la route. Enfin, il s'était mis à boire parce que mes parents ne s'entendaient pas. Enfin, et ma mère m'avait pris comme confidente de ses problèmes très tôt. Enfin, on a été pris en otage, mon frère, ma soeur et moi, entre les parents, quoi. Et c'est une succession d'échecs affectifs. Et puis au niveau du travail, ça a été bien au début, puis après ça a été un peu la dégringolade. Jusqu'à la fin, où, avant la retraite, là, je me suis retrouvée, pas au placard, mais comme j'ai été malade, quand je suis revenue pour retravailler, il n'y avait pas de place. Ils pensaient que j'allais me mettre en invalidité et puis passer en retraite tout de suite, mais moi, je ne pouvais pas financièrement. Donc, en fait, ils m'ont trouvé un poste, mais c'était impossible à faire, quoi. J'étais chargée de place tout le temps. On me disait, allez là-bas parce qu'il faut qu'on mette cette personne-là à votre place. On m'a perdu mon travail une fois que je suis revenue de vacances parce qu'il y a eu des déménagements. Le travail s'est retrouvé à la poubelle. Enfin, ça a été... Et là, j'ai du mal. Là, je suis à la retraite. J'étais du jour au lendemain à la retraite. On m'a dit, ça y est, vous êtes à la retraite. Et puis, ça fait qu'en fait, j'ai eu beaucoup de mal à digérer tout ça. Et ça fait 3 ans de ça que je suis à la retraite. Et là, je me retrouve devant un vide. J'ai du mal à restructurer mon temps parce qu'en fait, il était quand même structuré par le travail, malgré tout. Bien sûr. Mais là, j'essaie de retrouver des activités, mais j'arrive en retard partout, tout le temps. Alors donc, je retrouve une ou deux activités. Pourquoi vous arrivez en retard, Hélène ? Parce que je vais me coucher tard et puis que le matin, je suis pas bien. Ça, c'est un symptôme de dépression. Elle m'a dit, la psychologue, on est mal le matin, on va mieux le soir. Et le matin, je suis pas bien, donc pour aller travailler, ma soeur souvent m'emmenait en voiture parce que sinon j'étais en retard. C'est un symptôme qui me gêne beaucoup socialement parce que si je veux avoir des activités, il faut quand même que je sois à l'heure. Mais vous prenez des médicaments le soir pour dormir ? Non, non, je ne prends pas de médicaments pour dormir. Je prends un antidépresseur et un anxiolytique, c'est tout. L'insomnie, j'en ai déjà pris, mais là j'ai des problèmes d'insomnie.
Mais je prends pas de médicaments quand même pour m'endormir. Je m'endors vers 4-5 heures du matin. Oui, c'est très tardif, très tardif. Ah oui. Donc ça fait que mon cycle de sommeil, il est décalé. Je fais des efforts pour me lever plus tôt, mais ça fait que je suis décalée, quoi. Et vous êtes suivie par une psychologue, c'est ça? Oui, j'ai été suivie plusieurs fois, donc d'abord à Lille par un psychologue, enfin, même avant le psychogénéalogiste, mais à Lille, ça m'avait beaucoup aidé, mais financièrement c'était cher. Après, j'ai vu une psychologue à Saint-Quentin, mais ça me convenait pas, le travail. Donc là, je suis suivie par une psychologue clinicienne, psychologue clinicienne qui travaille. Donc elle a un travail lacanien. Et ça vous convient? Oui, là ça va mieux depuis, ça fait pas très longtemps, depuis juin, et elle demande pas très cher, parce que ça aussi c'est un problème. Sinon j'allais au CMP, mais le CMP c'est sectorisé, donc la sectorisation, ça fait que vous pouvez pas trop choisir le psychologue, et puis ça fait que c'est compliqué. Puis il y a beaucoup de monde, ils vous gardent un quart d'heure, enfin c'est pas le problème de critiquer ça, c'est pas ça, c'est bien, mais donc j'ai trouvé cette dame-là, et apparemment ça vous aide. C'est fruits, ça fait pas très longtemps. D'accord, donc ça c'est une porte vers l'espoir. Oui. D'aller un peu mieux, si vous avez trouvé quelqu'un qui vous convient. Oui, je pense que mais je le cache un peu parce que c'est ma sœur qui, en fait, au niveau de l'argent, ma sœur, j'ai pas internet, moi ma sœur elle m'a proposé de suivre, de prendre mon compte sur le sien avec le sien. Moi je lui avais dit c'est pas la peine, t'as déjà tes enfants sur t'as t'occuper et tout. Puis finalement elle a voulu, donc je l'ai laissé. Et ça fait que moi j'aimerais bien reprendre mon compte, ça j'en ai parlé à la psychologue, reprendre mon compte et puis me débrouiller, quoi, que ce soit pas toujours elle qui s'en occupe, si vous voulez. Parce qu'en plus elle a un enfant handicapé, c'est dur pour elle. Vous pensez que votre sœur, c'est une question, hein, Hélène, vous pensez que c'est une question que je vous pose, vous pensez que votre sœur a une emprise sur vous? Ah non, pas du tout, non. C'est pas ça, non, mais non, c'est pas, non, ça c'est parce qu'elle veut m'aider. Elle dit ça sera plus simple parce qu'on a la même banque de toute façon. Non, mais c'est comme elle disait aussi que vous étiez autiste. C'est pour, je me permets quand même de vous poser la question. Ça a été bizarre, mais là, elle a fait excuser l'autre jour en disant je pense que bon, c'est tout. Ouais, elle était partie là-dessus, je sais pas pourquoi, mais je pense pas, non. Ah, peut-être qu'elle le pense toujours, mais qu'elle le dit pas, mais je pense pas que ça. C'est pénible parce que vous voyez que le regard que les gens portent sur vous, sur moi, des fois, il est comme, pour donner une image, je dirais, comme une loupe. Vous savez, quand on regarde un insecte à la loupe, on regarde, je sais pas, je pense que le regard qu'ont porté mes parents sur moi, il a été comme ça, toujours étrange. Et on a demandé à ma sœur de s'occuper de moi quand elle était petite, de prendre la responsabilité de s'occuper de moi, de faire attention. Elle me l'a dit il n'y a pas très longtemps. D'accord. Ça, c'est... Est-ce que ça, justement, ça vous a pas un petit peu infantilisé? Ah oui, de toute façon, je pense que je suis restée... en fait, j'ai pas d'enfant, donc je suis restée l'enfant de la famille. Ah, je sais pas, je dis ça comme ça. Je pense que je suis restée l'enfant. Parce que peut-être que tout le propos aujourd'hui, Hélène, pour aller vers un mieux-être, ça serait de grandir un peu. D'essayer, en tout cas. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Je crois que vous avez 65 ans, c'est ça? Oui. Ouais. Il n'y a pas d'âge pour commencer à grandir. Hein. Oui, c'est ce que je fais. Je prends ma vie en main, ça fait longtemps, mais... Non, mais de ça, ce qu'avoir Internet, par exemple, apprendre à vous débrouiller seul pour vos comptes, ce genre de choses. Internet, c'est parce que c'est un peu cher, mais je l'avais quand je travaillais, je m'en servais, tout ça, j'étais obligée. Mais il faut que je reprenne, je reprends tout et c'est ce dont je parle avec la psychologue, de ça, de reprendre les rênes de votre vie. Voilà, parce que c'est un peu, vous restez l'enfant de la famille, en fait. C'est ça. On peut me protéger, et là, je supporte de moins en moins, je pense. Ça, c'est une bonne chose. Que vous le supportiez de moins en moins. Ça veut dire que vous allez changer. Parce que
c'est un peu... Finalement, j'en suis arrivée à la psychothérapie, la question qu'on se pose avec la psychologue, à qui je suis, quoi. Et le regard que les autres portent sur moi, et moi, ce que je suis vraiment, mes vrais désirs. Parce qu'en fait, la dépression, j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de rien. Et je pense que c'est pas forcément toujours vrai, c'est plutôt que vous êtes rempli de désirs, mais que vous n'arrivez pas à les concrétiser, c'est ça? Oui, vous êtes inhibé dans vos désirs. Oui. Oui. Bon, Hélène, ce qui est positif, c'est que vous avez trouvé quelqu'un apparemment avec qui vous allez pouvoir vraiment travailler. Oui. Pour sortir de cet état infantile, pour pouvoir vous prendre en main, comme vous le disiez, reprendre les rênes de votre vie. Oui. Et puis, c'est comme ça aussi que vous arriverez à lever vos affects dépressifs. Ah oui. Voilà. C'est ce travail-là qui va vous permettre de changer de position. Vous voyez ? Parce que oui, la dépression, elle peut se chroniciser. Oui. Mais elle se chronicise justement quand il n'y a pas de changement, de transformation. Il y en avait. Je pense que j'ai déjà changé depuis que je fais de la psychothérapie, depuis que j'ai vécu avec l'expérience de la vie. C'est pas fini, je crois. Il y a encore de gros changements à faire. Gros changements à faire. Et c'est ce changement de position qui va vous permettre de sortir de la dépression. Oui, d'accord. Vous voyez ? Mais vous avez le droit de dire que vous faites une dépression. Alors, c'est pas à dire à tout le monde, bien évidemment, pas au tout venant. Mais ça doit être entendu par vos proches, parce qu'en effet, c'est une maladie qui n'est pas visible. Non, je le montre pas, puis je fais des efforts et tout. Mais c'est mal compris, j'ai l'impression. C'est pas encore vraiment acquis. Je sais pas, oui, ça se voit pas, c'est invisible. Ça fait partie de ces maladies invisibles, mais qui sont néanmoins là, et que l'entourage a du mal à comprendre, surtout quand elles perdurent, en effet. Ouais. Mais en tout cas, vous vous battez. Et ça, c'est positif. C'est tout le temps, oui. Ça, je ne laisse pas du tout aller, et puis j'ai quand même acheté une maison, je l'ai payée et tout. Oui, donc vous êtes quand même force de projet. Ouais. Et j'ai ma soeur qui m'a beaucoup aidée aussi, qui m'aide beaucoup. Mais bon, elle a déjà ses soucis. Ça, peut-être que votre sœur devrait un petit peu moins vous aider, Hélène, pour que vous soyez un peu plus autonome aussi. Oui, ça, c'est un peu difficile, parce que si je lui dis ça, quand elle a sa fille handicapée qui était là, la nièce, donc qui était là la semaine dernière, elle me dit, ah oui, il faut que tu fasses ça et ça. Je dis, oui, je le sais. Pour au niveau des finances, elle dit, je peux pas m'occuper de tout. J'ai failli relever, mais j'ai pas voulu parce qu'il y avait sa petite qui était là. Mais je veux pas qu'elle s'occupe de tout comme ça, parce que c'est pas... C'est que ça évolue, quoi. Oui, il faut que ça évolue. Il faut que vous repreniez justement la main. Et petit à petit, en effet, que votre sœur s'occupe un petit peu moins de vous, comme elle l'a toujours fait quand vous étiez petite. Ouais. Ah oui. Donc voilà, Hélène. D'accord. C'est votre travail thérapeutique qui va vous permettre de sortir de la dépression. Et c'est en changeant votre position que vous en sortirez. D'accord. Justement, en quittant l'enfance aussi, toute cette enfance douloureuse dont vous parliez. Donc c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, de pouvoir poursuivre votre travail avec cette psychologue. Ah oui. Oui. Merci pour votre appel. Merci Sabrina. Je vous souhaite une belle nuit. Au revoir. Au revoir Hélène. Pour parler à Sabrina Philippe, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Europe 1. Et c'est Maggie qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Maggie. Oui, bonsoir Sabrina. Bonsoir. Bonsoir. Oui, voilà, écoutez, je sais pas si... je sais plus par où commencer, bien sûr, c'est difficile, parce que... Alors, je vous dis, le problème, c'est avec mon conjoint, et je suis mariée depuis 50 ans. Ça va faire 50 ans, donc on a 73 ans tous les deux.
Et de plus en plus, on a des rapports conflictuels. Je parle doucement parce que tout le monde dort. Et j'espère que vous m'entendez. Oui, je vous entends bien, Maggie. Très bien. Donc, voilà, ça a toujours été des rapports assez violents. Il a toujours été violent verbalement. C'est-à-dire, il m'engueule tout le temps, mais très violemment. Et moi, je suis très émotive et sensible. Dès le début, vous voyez, il a pris le dessus sur moi. Et c'est pas que je me suis laissé faire, j'avais peur, en fait. Pourtant, dans la vie, je n'ai pas peur. Hein. C'est vraiment bizarre. Mais il me faisait peur. Bon, peur, entre guillemets. Mais c'est vrai que quand il venait vers moi, comme avec le signe de m'étrangler, moi, je prenais vite le verrou, je sortais de l'appartement et après, je lui criais de tout, mais dehors, vous voyez, parce que on ne sait jamais ces réactions. Moi, ça me supporte parce que j'ai pas été élevée. Mon papa était très gentil, jamais on m'a engueulé. J'étais une enfant sage. Et bon, j'avais bien vu dès le jour où je me suis mariée qu'il s'était déjà emporté la veille du mariage. D'accord. Ouais, j'avais pas pu annuler parce que là, on devait partir en Afrique. Vous avez dit, on se marie, on part en Afrique. Vous voyez, c'était en 68, coopération militaire. Et moi, j'étais contente de partir. J'avais venu de perdre mon papa, donc je l'ai connu. À un moment, où 19 ans, je venais de perdre mon papa, j'étais triste, vous voyez. Mais bon, je l'épousais, que quand je disais à ma maman, elle disait, c'est pas moi qui étais de l'épouser, tu n'avais qu'à pas te marier. Parce qu'il y avait aussi des problèmes sexuellement, ça s'est jamais très très bien passé, il me tournait le dos, quoi. Voilà. Il vous tournait le dos ? Oui. Il me tournait le dos en voyage de noces, déjà. Carrément, me tournait le dos. Vous savez, à l'époque, on ne prenait pas la pilule. Alors moi, au début, avant de se marier, j'avais peur. Je disais non. Alors je me suis dit, bon, quand je serai mariée, bon, ça va se faire. J'étais vierge à 23 ans. C'est rare, parce que moi, j'ai embrassé les garçons très tard, vous voyez. J'étais pas comme une copine. Pourtant, j'étais assez mignonne, mais il va savoir pourquoi. Et donc, il va tourner le dos en voyage de noces. Et je garde toujours ça parce que je comprends pas pourquoi il m'a tourné le dos, quoi. Et tellement que quand mon patron m'avait dit en arrivant, il avait vu rien qu'à mon visage que j'étais déçue, quoi. Vous avez pas rempli ses devoirs conjugaux, il m'avait dit, voyez. Bon, bref, mais c'est vrai qu'après, ça a toujours été donc des rapports très rapides, Alors de ce côté-là, bon, c'est un peu difficile. Et tellement que je me demande s'il n'est pas bisexuel. Mais je me fais peut-être des idées, hein. Qui sont peut-être attirés par les hommes aussi. Je n'en sais rien, parce que jeune, jamais il y a eu de tout, je l'ai connu jeune. Mais je sais pas, c'est moi qui me fais des histoires, parce que c'est maman qui me l'avait dit, parce que quand on était partis en vacances, on l'avait trouvé avec son copain, chez moi, quoi, hein, vous voyez. Comme deux amoureux, là, qui se faisaient la cuisine, en parlant que nous, on était en Italie, quoi, on était vers l'improviste. Mais bon, je me fais des idées, mais pourquoi il me tourne le dos, quoi. Et bon, maintenant, en plus, moi, j'ai la totale, donc, vous voyez, ça allait pas se côté, je l'ai jamais trompé. Bon, ça, je vous le dis à l'antenne, mais pour que vous compreniez quand même la situation, c'est qu'il a eu en plus le cancer de la prostate il y a 2 ans, et donc, il devient de plus en plus, j'ai fait 2 dépressions nerveuses quand même, hein. Une à 38 ans, une à la ménopause, très grave, la ménopause, vraiment au fond du trou. Je m'en suis tirée grâce à ma volonté aux médicaments par un neuropsychiatre. C'est lui qui m'a soigné, qui m'a sauvé la vie. En plus, je fais de l'apnée du sommeil, donc vous voyez, maintenant, je suis traitée, tout va bien, j'ai plus de médicaments et tout. Mais alors, ça devient très tyrannique, très jaloux, il me surveille sans arrêt. Comme il est à la retraite depuis 13 ans, il est toujours dans les pattes. Je me sens, j'étouffe, quoi. Voilà. D'accord. Et Maggie, quel était l'objet de votre appel ce soir par rapport à cette situation qui dure depuis très longtemps, parce que... Oui. Finalement, je sais, il n'y a pas de solution, parce que je voulais divorcer il y a 3 ans, là, avant que... Là, j'ai perdu ma maman, vous voyez, elle avait 97 ans au mois de janvier, mais ça n'est même pas occupé, il n'est pas allé la voir, enfin rien. Et lui, il a une maman de 103 ans qui est toujours là, fils unique tous les 2, vous voyez. Alors, moi, c'est vrai que j'étais très la merdeuse de sa maman, comme on dit chez nous, vous voyez, la gamine, quoi. Parce que ma maman était comme ça avec moi, il fallait que je sois habillée comme elle voulait, que je sois si, que je... Et puis, je pense que c'est mon caractère, hein, mais seulement maintenant, je me rebelle, quoi, forcément. Et je veux faire un peu, j'ai quand même à 73 ans, j'ai envie de faire ce que j'ai envie. Par exemple, je ne programme pas ma journée. Alors, je vous appelle pour que vous me donniez quelques conseils, parce que pour pas l'affronter, parce que ma fille lui donne raison, et ils sont
Ils ont été pendant les vacances. Après, elle est mariée, elle va partir chez elle avec ses enfants. Mais comment pas le prendre comme ça de front? C'est-à-dire, il faut que je lui donne raison tout le temps. Tout le temps. Et que je fasse tout comme il veut lui. Même s'il regarde un truc, il faut que je regarde comme il veut lui. Bon, le sport, je l'ai regardé. J'ai fait le sport avec lui. Mais comprenez qu'on ne sort pas, on n'a pas d'amis, parce que justement, il est très sauvage. Et je me dis, il me reste quelques 10 ans encore de bien-être, parce que j'ai 73, je suis en forme, heureusement, mais j'ai vu comment ça se passait quand on était très vieux. Hein. Je me dis quand même, si je ne profite pas de quelques années un peu, vous voyez, et alors des conseils pour pas que justement, même quand on est tous les deux, il fait chambre à part, le matin il me dit hello, et puis pas de tendresse, très froid, très dur, et je le vis mal parce que moi je suis très tendre, voilà. Alors, quelques conseils, mais le tromper, c'est pas une solution parce que il est très jaloux, il surveille tout. Oui. Et vraiment, tout, il est très très fort, il est très rusé, très manipulateur, très intelligent. Et mais ça fait 50 ans que vous vivez cette situation, Maggie. Oui, mais justement, il m'a dit, si tu divorces, il n'a pas accepté, il m'a rendu la lettre, et il m'a dit, tu n'auras rien. Donc, il ne donnera pas de pension alimentaire. En plus, l'appartement est à moi, mais il y vit, quoi. Bon, je n'aurai pas d'argent et je ne peux pas. Maintenant, puis à mon âge, qu'est-ce que vous voulez que je fasse toute seule? Même, je veux dire, c'est pas une solution. J'ai vécu 50 ans. Bon, là, on a de l'argent, une bonne retraite. Je ne suis pas à plaindre de ce côté-là, vous voyez, matériellement. Oui. C'est surtout, je voulais des conseils pour que vous me dites, parce que je ne suis pas du tout psychologue. La preuve, c'est que je ne l'ai jamais cerné. C'est mon chirurgien dentiste, en disant 2-3 mots, qui m'a dit, oh, vous êtes une bonne personne, je suis assez courageuse, vous voyez, il m'avait fait tout. Et il m'a dit, mais vous savez, vous m'avez dit 2-3 trucs de votre mari, regardez sur Google, il ne serait pas un peu pervers narcissique. J'avais entendu ce que c'était, je regardais, en effet, ça correspond vraiment. Hein. Maggie, il me semble que vous avez déjà appelé la Libre Antenne. Oui, j'avais appelé, alors elle m'avait dit, bon courage, et tout le monde me dit ça. Bon courage. Mais vous envisagez les choses comment, Maggie? Parce que vous envisagez les choses comment, vous? Mais justement, j'ai pas de solution là. Maintenant, il n'y a plus de... Je veux dire, j'envisage les choses, de rester avec lui jusqu'à la fin de mes jours. De toute façon, je suis obligée. Et vous centrez sur des activités pour vous y arrivez? Ah oui, j'ai des activités. Hein. Je joue au golf, je fais de la peinture à l'huile, j'ai dans un cours. Je vous dis non, ce côté-là, j'ai des activités. Mais comment dire, je suis surveillée, je me sens surveillée, vous voyez, que simplement, vous voyez, moi je suis quelqu'un de sérieux, j'aurais pu, hein, pourtant, hein, mais il me surveille, quoi, et je me sens, ça m'étouffe, ça, quoi. Alors, je sais bien que vous pouvez pas me donner la photo de Perlimpinpin en me disant, voilà. Surtout, Maggie, que ça fait 50 ans que ça dure, en fait. mais ça devient pathétique. Oui. Mais en même temps, c'est un mode de fonctionnement qui dure depuis 50 ans entre vous deux, quand même. Eh oui. Et c'est vrai, donc vous l'avez accepté aussi, ce mode de fonctionnement? Comment? Vous l'avez accepté aussi? Mais bien obligé, hein. Comment voulez-vous que moi, avec 2 enfants, avec la dépression nerveuse, déjà, il fallait que je me soigne, que je m'en sorte. J'étais toujours... Quand on est en dépression, vous savez très bien qu'on n'est pas soi-même, on est fébrile. Bien entendu. Et donc, je ne pouvais pas déjà me débattre. Je me suis débattue, mais je m'en suis sortie déjà. Lui, il ne pensait pas que, justement, j'allais refaire surface. Hein. Et parce qu'il me préfère avec des médicaments. Comme ça, je dis rien, parce que moi, je parle beaucoup. Hein. Je lui dis, moi, je lui dis en face, vous voyez, je dis qu'il me fait peur, mais en fait, je lui dis les 4 vérités, quoi. Hein. Et forcément, ça le met dans une colère. Je me tais pas, quoi. Voilà. Je pourrais me taire, c'est plus fort que moi. Vous savez, Maggie, en effet, j'ai pas de poudre de perlimpinpin avec moi. Pour vous donner, la clé de 50 ans de mariage tel que vous le décrivez. Hein, tel que vous le décrivez. À part le fait de vous concentrer beaucoup sur vous, sur vos activités, sur ce que vous avez envie de faire. Voilà, c'est ce que m'avait dit Caroline Blanche. Elle m'avait dit, faites de votre côté des activités, parce que je disais, il est toujours devant la télé, que je m'ennuie. En fait, c'est vrai, je m'ennuie.
tous les week-ends, c'est sport devant la télé. Il fait un peu 2 fois par semaine. Puis il fait du sport maintenant de moins en moins, mais il faut quand même, on joue au golf ensemble. Mais, vous voyez, 2 matinées, voilà. Après, tous les week-ends, devant la télé. Et moi, j'aime sortir. Maintenant, je suis coquette. Vous voyez, quand on est en dépression, qu'on se dit, mon Dieu, le jour où tu t'en sors, tu vas profiter. Puis déjà que je m'habille comme je veux. Maintenant, il n'y a plus ma maman qui est là derrière moi, à 73 ans. En plus, je sais très, très bien m'habiller. Alors là, pour ça, il n'y a pas de problème. Alors, il y a Robinson qui écrit la solution, partez en voyage seul, imposez cela, quand vous rentrerez, il sera plus gentil. C'est ce que j'ai fait. Je suis allée même au Club Med seule, sans lui dire d'ailleurs. Après, il a su, parce que j'avais oublié quelque chose, il a su, puis sinon, je l'ai bien eu là. Mais vous voyez, j'étais sage là-bas, j'aurais dû en profiter, ça c'est vrai, mais bon, bref, ça. Et en effet, ça a été la plus belle semaine de ma vie. Toute seule, sans lui derrière. Mais seulement, ça, après quand j'arrive, oh là là là, c'est pas la grimace. Et là, on va fêter nos 50 ans, on va aller à Venise, vous voyez un peu le topo. J'avais annulé. C'est pour ça qu'elle s'est un peu moquée de moi là, dernièrement. C'est Caroline Bell, je crois, qui m'a dit mais bon courage, bon voyage à Venise. Maggie, il n'y a pas de solution à part vous occuper de vous. Je crois que ça a été déjà dit par d'autres psychologues, en fait. Vous voyez ? Oui, pardon de vous couper, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'aussi, j'ai choisi de ne pas travailler. De rester au foyer. Ça, je l'ai choisi quand j'avais 30 ans. Je suis restée 7 ans sans enfant. Et c'est vrai que j'avais essayé de travailler, puis mon mari a eu un bon travail, et je me suis dit, j'avais eu, puisque moi quand je travaillais c'était très très bien, alors j'avais eu donc une déception, et j'avais dit si c'est ça le travail, moi je fais du sport, voilà, vous voyez ça, c'est pas bien. Du coup, financièrement, je dépends de mon mari tout le temps, et en effet ça... Les femmes, vous savez ce que c'est, les hommes aiment bien la femme à la maison, et en fait, c'est ce que je suis. Je suis pas devenue, je suis comme ça. Je fais bien la cuisine, ici la table n'est pas mise à telle heure et tout. Il est habitué, je l'ai trop mal habitué. Là, c'est des habitudes de 50 ans dont vous parlez, Maggie. Hein. Donc ça va pas changer demain, à part à part vous centrer sur vous, je crois que c'est le principal. Voilà. Vous voyez ? Mais comment est-ce que je dois faire alors ? Mais vous centrez sur vous. C'est ça. Vous centrez sur vous, tout simplement. Et je crois que c'est ce qu'on vous avait déjà dit. Et je pense que c'est l'essentiel, parce qu'en effet, voilà, vous... Oui, je me suis occupée de ma maman jusqu'à maintenant. Si je n'en étais pas si bien occupée, elle serait déjà partie il y a 5 ans. Donc j'ai été dévouée et tout. Maintenant, vous avez été dévouée à votre mari, à votre mère, mais maintenant c'est à vous qu'il faut être dévouée, Maggie. Comment vous voulez dire ? J'ai dit vous avez été dévouée à votre mari et à votre mère, mais maintenant c'est à vous qu'il faut être dévouée. Ben voilà, mais justement, je fais passer toujours les autres avant. Eh ben c'est ça qu'il faut changer. Voilà la clé. Voilà la poudre de perlimpinpin. On ne respecte pas, voyez. Voilà la poudre de perlimpinpin que vous êtes venue chercher, Maggie. Je suis trop gentille, voilà. Trop tendre. Mais il faut vous faire plaisir. Merci pour votre appel en tout cas. Bon, merci beaucoup. Merci à vous et je vous souhaite une belle nuit, Maggie. Bonsoir. Pensez à vous surtout. Bonsoir. Sur Europe 1, Sabrina Philippe vous écoute et vous accompagne. Et c'est Eliane qui est avec nous maintenant. Bonsoir Eliane. Bonsoir jeune fille. Jeune fille. Je suis âgée, j'ai 65 ans presque. Moi je suis loin d'être une jeune fille pour autant. Alors qu'est-ce qui vous amène à nous appeler Eliane ce soir ? Eh ben, c'est-à-dire que... Bon, j'ai 65 ans. Et puis, je suis assez en détresse, c'est-à-dire que j'ai eu 2 décès successifs au mois de mai. Mon ex-mari qui est mort au bout de 35 ans de mariage, mais j'étais divorcée, clair. Vous aviez divorcé il y a combien de temps ? Il y a 15 ans, il y a 13 ans. D'accord. Et vous êtes restés 35 ans ensemble ? 35 ans, oui. En contrepartie, je me suis occupée d'une personne âgée qui est mort 8 jours après, quoi. Donc j'ai eu 2 décès, si vous voulez, 8 jours sur 8, 8 jours d'intervalle, quoi. Ouais. 2 décès de personnes très proches ? Bah oui, la personne, je m'en suis occupée pendant 13 ans, quoi. Le grand-père qui avait 85 ans, quoi. C'est-à-dire qu'il m'a recueilli suite à mon divorce, quoi.
D'accord. Et il habitait dans la maison de mes parents, c'est que j'ai habité, si vous voulez, comprenez, hein. Donc j'ai vécu dans la maison, j'ai habité dans la maison, et puis je m'étais dit que je m'en serais occupée jusqu'à la fin de sa vie, vous comprenez, quoi, hein. Oui. Oui. Donc les deux personnes sont mortes l'une derrière l'autre, quoi, hein. D'accord. Et puis, si vous voulez, j'ai des hauts, j'ai des bas, mais j'ai du mal à surmonter la chose, quoi, hein. C'était en mai, c'est ça? Oui, au mois de mai, oui. Oui. Mon ex-mari est mort le 6 mai, et puis le monsieur est mort le 14 mai, le lendemain de mon anniversaire, quoi. 8 jours d'intervalle, quoi. Et alors, depuis mai, vous sentez que c'est difficile pour vous, Eliane? Il y a des hauts, il y a des bas. C'est-à-dire que... Vous aviez quelle relation avec votre ex-mari? On ne s'était pas vu du tout. J'ai été le voir avant qu'il meure, hein. Mm-hmm. Il pleurait. Il pleurait sur son lit mort, quoi. Hein, le pauvre, il était malade? Oui, il avait eu l'intervention chirurgicale, hein. Ça fait 4 ans qu'il était handicapé, qu'il était sur un lit, quoi. D'accord. Donc j'ai été le voir à la fin de sa vie, quoi. Alors il pleurait. Vous avez pu vous parler un peu? Alors, on a causé pendant 2 heures tous les deux, madame. Oui. Jamais on ne s'est causé de toute notre vie. D'accord. Ça c'est important. Oui, tout à fait. Hein, il était assez... Dans les derniers moments de vie, comme ça, parfois, étonnamment, on arrive à se dire des choses. On a causé, 1 heure. Mon fils était venu de Nancy, quoi. Il m'a dit, je vous laisse tous les deux. Je vous assure qu'on a causé tous les deux. Et ça, c'est important, Eliane. On s'est raconté des choses, je vous assure, des bons moments. Hein. J'ai pas fait de reproches, j'ai rien du tout, quoi. Oui, bien sûr, c'était pas le moment, quoi. Non. Mais il pleurait. Je dis oui, c'est pas le moment de pleurer, je dis. Mais j'étais contente, si vous voulez, d'avoir fait cet acte. Tout le monde m'a dit, c'est bien d'avoir fait cet acte de dernier moment, quoi. Hein. Oui, que vous ayez pu comme ça discuter, vous retrouver. On a communiqué, je vous assure, on a parlé des bons moments, des accouchements, des moments de vacances et tout. Mais le gros problème, c'est qu'il était assez lucide dans ces derniers moments, et c'est ce qui m'a fait mal au cœur, vous comprenez, quoi. Hein. Oui. Hein? Oui, en même temps, il était suffisamment lucide peut-être pour dire des choses. Oui. À son fils aussi. Communiquer, quoi. Il m'a dit, quand j'avais accouché mon deuxième enfant, qu'il m'a fait passer, vous savez, de la bombe sur le visage pour humidifier, parce que je souffrais, quoi. Hein. Oui. C'est des moments assez difficiles, quoi. Hein. Qu'est-ce qui vous a fait prendre la décision de le quitter, de divorcer au bout de 35 ans de mariage? C'était un conflit vis-à-vis du placement de sa mère en maison de retraite, voilà. Je vous le dis carrément. Hein. On a eu un conflit vis-à-vis du partage des frais, de partage de financement vis-à-vis de son ex-famille. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Oui. Tout s'est déclenché, quoi. Après, ma mère est morte en 2000, mon père est mort en 2002, puis après, tout s'est enclenché, quoi. Donc vous avez décidé de mettre fin à votre mariage? C'est lui. C'est lui. D'accord. C'est lui qui a pris la décision. Hein. Il a regretté après, naturellement, quoi. Mais une fois que la décision était prise, c'était fait, quoi. Hein. Mais vous êtes restés quand même en contact? Après? Oui. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, vous êtes retrouvés uniquement dans ces derniers moments de vie? Oui. D'accord. Moi, j'étais restée seule, et puis... je vous donne pas la situation vis-à-vis de lui, quoi. Hein, il avait retrouvé des compagnes, quoi. Mais ça, c'est... Moi, j'ai su rester toute seule, vous comprenez, quoi. Hein. Oui. Mais malgré tout, vous êtes retrouvés dans ce dernier moment? Oui, dans le dernier moment, je vous assure, on a eu des liens affectifs. Je l'embrassais et tout. Il pleurait, puis moi, je pleurais aussi, quoi, je voulais. Hein. Je regrettais, moi je me suis mariée à 17 ans, naturellement. Hein. Oui. On a eu une vie commune, on a travaillé tous les deux, on a eu des bons moments, quoi. Bien sûr. Et des conflits... Des conflits comme la vie en apporte, souvent. Comment? Des conflits comme la vie en apporte souvent. Oui,
c'est dommage, parce que, je veux dire, on a eu 2 beaux enfants. J'ai un fils qui habite en Bretagne. J'ai un enfant qui habite à Nancy, qui s'occupe bien de moi, qui est célibataire. Mais je veux dire, j'ai besoin et puis de m'exprimer, mais de ne pas me reconstruire vis-à-vis d'une autre personne. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi, hein? C'est-à-dire de ne pas vous reconstruire vis-à-vis d'une autre personne. Mon fils de Nancy me dit toujours, ah non, non. J'ai eu un mari, je me suis occupée d'une autre personne qui avait 85 ans, qui m'a recueillie quand j'ai divorcé. Mais j'ai dit, lors de question, si vous voulez, de me refaire une autre vie avec une autre personne. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi? Oui. Je vois pas pourquoi c'est impossible. Ah non. Vous n'en avez peut-être pas envie. Ah, j'ai pas envie du tout. Moi, j'ai eu un mari, c'est un mari, c'est une personne, c'est le père de mes enfants. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi? Oui, bien sûr. Hein, mais la vie reste là. C'est la personne que je me suis occupée, que je vais pas dire que j'ai eu une vie heureuse avec lui, c'est clair, hein, à 85 ans. Mais j'avais dit au démarrage qu'il m'avait ouvert la porte de sa maison. Et que c'était dans la moindre des choses que je l'accompagne jusqu'à la fin de ses jours, vous comprenez, hein? D'accord. Mais quand vous l'avez connu, il n'avait pas 85 ans? Non, il avait 60, il y a 15 ans, quoi, hein? D'accord, donc il avait 60 ans? Oui. Mais donc vous étiez avec cette personne? Bah, j'avais mon logement indépendant, quoi. Hein? Oui, mais vous étiez en relation amoureuse avec cet homme? Amoureuse, non, amicale, plutôt qu'il représentait mon père, quoi. Vous comprenez, mon père qui était mort, quoi. Hein? Parce que vous aviez quel âge à ce moment-là, quand vous l'avez rencontré, cet homme? 50 ans. Ah, vous aviez 50 ans, il en avait 60. C'était 10 ans d'écart, c'est pas énorme en même temps. Et vous n'avez pas eu de rapprochement avec cet homme-là? Non, un approchement de père et de fille, quoi. Il m'a dit toujours, tu représentes ma mère et tu représentes ma fille, il m'a dit toujours, hein? D'accord, donc des liens familiaux. Voilà, des liens, puis qui causaient bien, quoi, si vous voulez, hein. Comme mon ex-mari ne discutait pas du tout, tandis que lui, il causait bien, quoi. Il était cultivé et tout, quoi, hein. Donc c'était plus une rapproche familiale vis-à-vis de la maison que c'est que j'avais habité, quoi, hein. D'accord. Ah donc quand même, cet homme, vous l'avez connu pendant 15 ans? 13 ans. 13 ans, d'accord. 13 ans. 13 ans de vie quasiment pas commune, mais presque. Oui. Et il vous a jamais plu, amoureusement? C'était pas le sujet du tout? Alors pas du tout. Pas du tout. Le sujet de conversation, de politique, tous les sujets en discorde qu'on pouvait avoir, quoi, hein. Parce qu'on était 2 taureaux tous les deux. D'accord. 2 taureaux dans l'arène? Oui, mais je veux dire, c'était plutôt une question de rapprochement vis-à-vis du quartier où c'est que j'habitais, quoi, hein. Et maintenant, j'ai coupé, donc il est mort, quoi, hein, donc j'ai libéré le logement et tout, quoi. Et puis j'ai plus d'accroche vis-à-vis de ma famille, quoi, enfin, à part mes enfants, quoi. Hein. Oui, donc ça a été en effet 2 décès très difficiles à vivre pour vous, coup sur coup. 8 jours d'intervalle, je vous dis. Ouais. Il était malade aussi, cet homme? Comment? Il était malade, cet homme? Il est décédé? Oui, il avait des problèmes de santé. Donc de janvier jusqu'au mois de mai, bon, j'ai fait tous les hôpitaux, tous les interventions qu'il fallait, quoi. D'accord. Et maintenant, alors? Je suis dans mon HLM à la Croix-de-Metz, quoi, à Toul. Et puis j'essaye de surmonter au jour le jour, quoi. Si vous voulez, j'ai bien des amis dans l'HLM, quoi, hein. Mais j'avais suivi une cure, je devais faire une cure et tout, et puis j'ai abandonné. Donc tout me dit, il faudrait que tu repartes en cure pour te ressourcer, quoi, hein. Et pourquoi vous n'iriez pas, Eliane? Il faudrait que j'y retourne, hein. Faudrait que j'y retourne en septembre ou en octobre, quoi, hein. Vous savez, c'est tout à fait normal d'avoir des hauts et des bas après 2 deuils successifs comme ça. Parce que, comme la médecin m'a dit, il faut le temps au temps, quoi, hein. Mais c'est tout à fait normal, c'est ce que je vous dis, Eliane. C'est normal. Que vous ayez des moments de tristesse, c'est tout à fait normal. Le contraire serait plus étonnant. Oui, bien sûr. Mais j'ai toujours été une personne émotive, si vous voulez, comme ma mère, quoi, hein. Moi, ma mère, elle était polonaise, mon père était tchèque et tout. Donc, mais c'est pas la question des choses, c'est que dans notre famille, on a eu beaucoup de drames, de décès, de morts, quoi, si vous voulez, comprenez. Il y a eu plus
de choses dramatiques que de choses joyeuses, quoi. Hein. J'entends. Mais en même temps, il y a eu quand même... C'est de mes enfants qu'il faut que j'arrive à surmonter les choses, quoi. Hein. Eliane, en effet, il faut laisser le temps, en tout cas. Bah, il faut penser à vous faire du bien. Donc cette cure sera certainement une bonne chose pour vous. Oui. Hein? Et puis essayer de vous faire plaisir quand vous pouvez, c'est très important. Oui, bah bien sûr, bien sûr. Bah, surtout, moi je pense surtout vis-à-vis de mes enfants, vous comprenez quoi. Hein? Oui, et puis voir vos enfants, vous êtes grand-mère ? Comment ? Vous êtes grand-mère ? Oui, j'ai 2 enfants en Bretagne, Clément qui a 16 ans et puis Louis qui a 12 ans, 14 ans quoi. Hein. Donc allez les voir sans doute aussi ? Comment ? Vous pouvez aller les voir aussi. Bon, je préfère rester chez moi. J'ai travaillé 20 ans en Pont-à-Mousson, Saint-Gobain. Hein. Et je préfère... je suis plutôt maintenant restée casanière, quoi. Vous comprenez ? Ils viennent vous voir alors ? Oui. Oui, d'accord. Vous les recevez ? Vous les recevez ? Le décès du père, quoi. Oui, hein. Oui. Bon, en tout cas, Eliane, il faut, voilà, ce qui est important, c'est de prendre soin de vous. Oui. Et puis, de bien comprendre, en effet, qu'un deuil, et alors, évidemment, a fortiori 2, hein. Oui, bah, l'un derrière l'autre à 8 jours, hein. Évidemment, c'est difficile, et c'est normal que vous ayez des moments de tristesse, c'est normal que vous pensiez à ces 2 personnes. Oui. Peut-être que vous allez parfois au cimetière, vous allez... Ah non, au cimetière, j'ai mes parents, j'ai ma soeur, j'ai mon frère, je ne vais plus au cimetière. Hein. D'accord. Ah non, je ne vais plus au cimetière, non. C'est des moments assez douloureux, le cimetière, je ne vais plus, hein. Non. Bon. J'ai la pensée, quoi. Oui, la pensée. Parfois, on peut allumer aussi une bougie pour ceux qui ne sont pas là. On peut faire des petites actions comme ça symboliques. Mais je veux dire au cimetière, non, parce que le cimetière, c'est plus... Bah, je suis contente de vous avoir entendu. Bah, merci d'avoir été avec nous, Eliane, et puis je vous souhaite du courage. Oui, mais ça va aller, quoi. Hein. Comme on dit, il faut le temps au temps, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Il faut du temps pour les larmes, comme on dit. Oh, bah, les larmes, ça fait longtemps que je pleure plus, je vous assure. Maman, elle est morte de pleurer, hein. Bon, alors j'entends en tout cas dans votre voix qu'il y a pas mal de dynamisme, hein, et pas mal d'humour aussi. Bah, bien sûr, mais je vais m'en sortir comme d'habitude. Hein. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie beaucoup. Belle nuit à vous. Belle nuit à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Amy Winehouse. Je vous souhaite une très belle nuit. On se retrouve demain pour une nouvelle soirée de Libre Antenne. Belle nuit à vous.